paysage électrique quand elle électronique. Je reçois sur mon écran de son roman. On s'approche en multi et je la tire en duo. Après aucun code marie-nous. Ça, c'était en 2007, The Retour de Michel Polnareff. Et le retour, c'est maintenant. Bonne tournée, Michel. Bon Bercy. On y sera. Un dernier mot aux moussaillons qui vous regardent ce soir. Ah bah, ils savent que je les aime, hein, et je leur dis souvent, hein, je vous aime. Je vous le redis. Michel Polnareff, les 7, 8, 10 et 11 mai à Bercy. Merci, Michel Polnareff. Merci d'avoir accepté notre invitation. Michel. Ça a été génial, hein. Ça a été extraordinaire. C'est ce qu'on appelle une star. Ça va, vous êtes content, Yann Moix, ça s'est bien passé? Merci Laurent, vous avez eu beaucoup d'influence dans ma vie, mais là c'est un beau cadeau. Hein. Ah, écoutez, on est heureux évidemment d'avoir reçu pour la première fois Michel Polnareff dans cette émission. On va revenir à votre actualité aux uns et aux autres. Et d'ailleurs, on va y revenir à travers les unes de Florian Gazan. Il a préparé ça pour chacun d'entre vous. Tiens, je vais commencer peut-être par vous, Martin Fourcade. Ce sont des fausses unes, celles que vous n'avez pas eues. Par exemple, la une de Libé, chercheur d'or pour Martin Fourcade. C'est un titre auquel vous avez eu droit déjà ou pas? Je crois que oui. Vous croyez que oui? Ça ne m'étonne pas et c'est mérité parce que vous en avez eu beaucoup d'heures. Vous êtes un vrai chercheur et vous allez encore en chercher. L'équipe pour notre champion de biathlon, la France ski gagne. Plus amusant, la une du canard enchaîné. Le biathlon est un sport de glisse qui se joue avec une carabine. Et à la fin, c'est Martin Fourcade qui gagne. Comme le football pour les Allemands. Vos concurrents sont vraiment les Norvégiens à vous, hein? Les Norvégiens, les Allemands, les Russes. Ah, les Allemands aussi, quand même? Ah, ils sont partout, alors, sont finalement, les Allemands. Et la une pour vous, donc, de Science et Avenir. Voici le biathlon dans 20 ans à cause du réchauffement climatique, évidemment. La une de Libération pour Estelle Lefébure, maintenant, chère Estelle. Libé va titrer Plus modèle, mais toujours top à propos de la sortie de votre livre. La une de VSD, Estelle Lefébure donne un coup de jeune au coup de vieux. Et c'est le principe d'Orae. Le livre publié chez Flammarion. La une de Closer, exclusif. Estelle Lefébure planche déjà sur son nouveau livre.
Et la une de Paris-Normandie, puisque vous êtes normande au départ, On est tout comme normande. moi. Estelle Lefébure, belle de nos champs. Voilà pour vos unes à l'occasion de la sortie de votre livre. Pour Orelsan et Gringe, pour la sortie du DVD de Comment c'est loin, la une de Libé, c'est la folie des glands d'or. Un autre titre pour vous, VSD, Comment c'est loin, commencez bien, tout simplement. L'étudiant, Orelsan et Gringe, les frères Pétard. Et enfin, la une de l'Express, Orelsan et Gringe mettent le feu au cinéma français. On vous conseille ce film, sorti sur les écrans il y a quelques mois, mais que Liane Moix et moi avons adoré. On l'a découvert en DVD et ce sera, on l'espère aussi, votre cas. Pour vous, Robin Rivaton, et la sortie de votre livre Aux actes dirigeants, la une de Marianne Juppé comme Batman, il a son Robin, et non pas son Robin. La une de GQ, Robin Rivaton, la classe éco. La une du Nouvel Économiste, liberté, égalité, flexibilité, on en parlera. Et enfin, puisque vous êtes tout jeune, le journal de Mickey, Robin Rivaton veut que la France soit libérée, délivrée comme la Reine des Neiges. C'est à votre tour d'aller dans ce fauteuil, Robin Rivaton, pour Aux actes dirigeants. On va parler un peu de politique. Puisque c'est vrai que, exceptionnellement, nous avons démarré cette émission avec un artiste. D'habitude, ce sont les politiques qui sont dans le fauteuil, mais c'est pas quand même tous les samedis soirs qu'on a Michel Polnareff dans une émission. Alors, on va faire une partie politique un peu plus courte. Je tiens à rassurer nos téléspectateurs. Mais vous êtes très jeune, donc votre parcours va être rapidement donné. On l'a d'ailleurs rappelé, vous l'avez rappelé vous-même en tout début d'émission. Sauf que, même si vous êtes très jeune, aujourd'hui, on vous lit. On vous lit à droite, on vous lit un peu à gauche aussi. Vous nous avez confirmé tout à l'heure qu'Emmanuel Macron lui-même, vous avez reçu à Bercy. C'est un bon ministre d'ailleurs, Emmanuel Macron, alors? Il a fait des choses, je pense qu'il n'a pas été assez loin par rapport à ce qu'il voudrait faire et aujourd'hui les résultats sont quand même pas exceptionnels, même en 18 mois de mandat. Ah bah il va être content alors, il va plus vous recevoir après ça. Je dis la vérité. C'est-à-dire que le libéralisme est définitivement de droite? Non, le libéralisme, c'est pas l'ultralibéralisme, on pourra y revenir. Le libéralisme, c'est croire en la liberté, c'est croire en la capacité de l'individu de pouvoir prendre des décisions de manière autonome, c'est lui faire confiance. C'est pas de droite, c'est pas de gauche, c'est les gens de bonne volonté qui veulent faire confiance dans le français. Vous voulez en tout cas que le pays aille mieux, mieux même que ce que proposait M. Gattaz, qu'on a reçu ici il y a quelques semaines. J'espère que vous vendrez plus de livres que lui. Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres. 28, je crois. 28 livres. Si vous pouviez faire un effort ce week-end pour qu'il passe à 30, ce serait aimable. C'est vrai, ça dit. Sérieusement, je croyais qu'on faisait vendre des livres dans des émissions. Ah oui, mais il y a des cas, on peut... avec la meilleure volonté du monde, si vous voulez, on ne peut pas... Vous, peut-être qu'on va relancer les ventes d'Aux actes dirigeants, mais si je vous comparais à M. Gattaz, c'est que lui, évidemment, à un moment donné, arborait un pins en promettant 1 million d'emplois. Vous, c'est carrément 2 millions que vous nous promettez grâce à votre méthode. Mais la vraie question, est, si on se compare aux autres pays, il n'y a pas de raison que la France ait moins d'emplois que l'Allemagne ou l'Angleterre. Et quand on compare à ces autres pays, c'est 4 millions d'emplois qui nous manquent. Donc c'est pas 1, 2, 3, c'est 4. Donc après, la question, est-ce qu'on est capable de se dire qu'on est capable d'atteindre des niveaux comme l'Allemagne ou l'Angleterre, ou on veut rester dans ce schéma dans lequel on vit depuis 30 ans, une sorte de gang dans lequel on se maintient avec beaucoup moins d'emplois que les autres, et dans lequel est-ce qu'on vit mieux? Je ne crois pas. Léa Salamé et Yann Moix, vous avez lu Aux actes dirigeants. Je commence par Léa. Vous écrivez, j'en ai la conviction profonde aujourd'hui, les Français sont majoritairement favorables au changement. Vous êtes sûr? Vous avez 90% des gens qui pensent que ce pays est en déclin. C'est absolument une catastrophe et on a envie absolument de changements radicaux, rien ne bouge. Oui, on a l'impression qu'on attend là, vous avez tous les suivi jours. l'actualité depuis un mois? Bien sûr. Vous saviez que fin janvier, vous aviez 63% des Français, quand on leur demandait est-ce que vous voulez un contrat de travail plus flexible, dans lequel les conditions de résolution avec les indemnités seront prévues à l'avance, 63% des Français disaient oui. 82% des Français étaient favorables au référendum d'entreprise. Un mois plus tard, 70% des Français sont contre la loi El Khomri, une loi qu'ils n'ont pas lue. Ce n'est pas de dire que cette réforme a été très, très mal préparée, c'est le contre-exemple absolu de ce qu'il ne faut pas faire en termes de méthode. Donc effectivement, je pense que si on fait les choses mal, les Français seront contre la réforme. Et au-delà de la Il faut faire les choses méthode, bien. vous dites les Français ne l'ont pas lu, mais enfin, assez vite, on a compris
compris les 2-3 points qui pouvaient bloquer. Et ce qu'attendaient le plus, en fait, les chefs d'entreprise, qui, quand ils voient arriver cette loi El Khomri, c'est les indemnités au prud'homme, c'est-à-dire on va pouvoir licencier plus facilement, globalement. Et ben, tout de suite, vous avez un mouvement, vous avez plus d'1,5 million de personnes qui signent la pétition contre la loi El Khomri, particulièrement sur ce point-là. Ensuite, Cette semaine, les ça a créé manifestations ont repris. Les manifestations ont repris, ça a créé le mouvement Nuit debout, qui à l'origine, Nuit debout se crée contre la loi El Khomri. Donc quand je lis « Les Français sont prêts au changement », j'ai pas l'impression. Donc je reprends. 63% des Français étaient pour cette mesure quand elle a été énoncée dans un sondage fin janvier. La même proposition a été énoncée en l'année d'avant, en juillet. Il y a eu une pétition lancée par la CGT, elle a recueilli 10 000 signatures. 10 000 signatures. Pourquoi tout d'un coup elle en recevrait 1 million ? Encore une fois, il y a des effets de foule, il y a des effets de masse, des effets d'entraînement qui existent. Je pense qu'il y a des gens qui sont contre cette loi, ils ont le droit d'être contre, et tant mieux s'il y a des oppositions, c'est une bonne chose. Mais dans tous les pays qui ont réformé, dans tous les pays qui ont fait du changement, il y a eu des gens dans la rue, il y a eu des gens qui ont été contre. On l'oublie souvent, on a l'impression que la France se singularise parce que les Français seraient contre la réforme, que les Français seraient hostiles au changement. Mais quand vous avez vu les réformes Hartz en Allemagne, il y a eu 200 000 personnes dans la rue. Quand Renzi a fait le Job Act en Italie, il y a eu 1 million de personnes dans la rue. Au maximum, en France, on estime qu'il y en a eu il y a eu 200 000. Quand en Espagne, il y a eu les réformes, il y a eu 1 million d'Espagnols dans la rue. Tout ça pour dire que la France ne se singularise pas par rapport au changement plus malheureux ou plus difficile que les autres pays. La seule question, c'est la volonté réformatrice des gens qui sont au pouvoir et leur capacité à tenir face à des oppositions qui sont légitimes et qui existeront toujours. Et surtout, et ça vous le dites dans le livre, et c'est là où je suis d'accord avec vous, c'est leur capacité à dire la vérité dans les périodes de campagne. Et je pense que c'est ça le point fondamental. C'est-à-dire que Matteo Renzi, pour le citer, il dit si vous votez pour moi, vous aurez le Jobs Act. Il a le vote et il peut le faire. Le problème en France, et ça vous le dites très bien, je crois que c'est ce que me disait Danny Cohn-Bendit à votre place il y a quelques semaines, il disait « les Français aiment qu'on leur mente ». Et je crois que c'est ça qui est terrible en fait. Parce qu'on reproche depuis 4 ans à Hollande, au fond, son péché originel, c'est-à-dire d'avoir promis le contraire de ce qu'il a fait. La question est la suivante. Si François Hollande, il y a 4 ans, avait dit « moi, président, ce sera la loi Macron. Moi, président, ce sera le pacte de responsabilité. Moi, président, ce sera la loi El Khomri », est-ce qu'il aurait été élu ou pas ? Il aurait été réélu. Et ça, c'est toute la différence, c'est qu'il aurait été élu et réélu, parce qu'il aurait eu des résultats, et à la fin, il ne se retrouverait pas à 12% de popularité, il se retrouverait avec une vraie popularité qui ferait qu'il aurait été réélu comme Cameron, qu'il sera réélu comme Renzi, et qu'il aurait été réélu comme tant d'autres gouvernements réformateurs. Vous ne pensez pas qu'il a gagné, pour la simple raison qu'il a promis de taxer à 75% les plus riches, et qu'il a dit l'ennemi, c'est la finance. Ça, c'est la réécriture des campagnes, mais il était parti pour faire le score qu'il avait sur des considérations très politiques. Je pense qu'il aurait pu assumer un discours beaucoup plus libéral, assumer ce qu'il a fait par la suite, parce que quand on n'assume pas, on le paye 2 fois. On le paye la première fois quand on trahit ses électeurs, on le paye la deuxième fois quand on n'a pas de résultat. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On court après la courbe du chômage en essayant de promettre son inversion depuis 4 ans, sans en avoir les outils, sans avoir mis en place les mécanismes pour le faire réellement. Vous avez vu Orelsan et Gringe, quand on travaille à l'école, comment on peut répondre aux questions après ? Je serais incapable de répondre. Orelsan, le rêve du monsieur sur le fauteuil, Robert Yvaton, c'est en fait que les dirigeants, pourquoi il dit aux actes dirigeants, ce livre s'adresse d'ailleurs aux dirigeants, c'est pour ça que vous l'avez fait volontairement un petit peu âpre, bien sûr, pas dire un petit peu chiant, c'est qu'en gros, vous rêvez, votre modèle, votre rêvé, c'est que l'homme politique devienne un manager d'entreprise. C'est là où ça peut peut-être qu'on se sert des méthodes du privé. Petit peu, voilà. Vous rêvez que la France soit dirigée comme une multinationale. C'est ce que vous écrivez. Hein. Non, je dis que justement, la différence entre un pays et une multinationale, elle est totale. Définir l'intérêt général d'un pays avec 66 millions de gens qui n'ont jamais été aussi divers, qui ont tous des objectifs de plus en plus variés, qui ont tous des aspirations de plus en plus différentes. On n'est pas dans la France des années 60 où il était facile de définir ce que tout le monde voulait. Aujourd'hui, c'est dur. Donc définir l'intérêt général, c'est un exercice beaucoup plus difficile que de définir un intérêt d'une entreprise. Vous ne pensez pas que les hommes politiques doivent être des managers ? Mais alors, c'est là où j'y arrive, c'est qu'à la fin, il y a des dispositifs de bon sens. Il y a des méthodes qui fonctionnent de partout, qui fonctionnent dans la cellule familiale quand vous êtes en couple. Ça fonctionne quand vous êtes dans une famille, ça fonctionne quand vous êtes dans une association de quartier, ça fonctionne quand vous êtes dans une multinationale, ça fonctionne quand vous êtes dans l'État. Vous gérez son couple comme un manager ? Eh oui, il y a des choses qu'on gère. Et c'est quoi ces méthodes-là ? C'est la responsabilité. C'est la responsabilité. Notez, Léa, notez. Manager. Je vais faire aussi thérapeute de couple après. Non, mais ces choses-là sont très importantes parce qu'il y a des règles intangibles pour que, à la fin, le changement produise des résultats. Et ces règles-là, elles sont simples. C'est la préparation, premièrement. Et ça, je pense que c'est la vérité. Ne pas mentir, effectivement, que ce soit dans le couple ou dans n'importe quel organisme. Ça permet d'avoir des résultats sur la durée. Et le dernier point, je pense que c'est effectivement la responsabilité. Et aujourd'hui, on a essayé de tordre la responsabilité dans ce pays. On a voulu rendre beaucoup de gens irresponsables, en situation où leurs actes ne comptaient pas pour l'ensemble du reste de la population. Votre exemple absolu, c'est Michel Combes, Alcatel-Lucent.
C'est ça votre exemple absolu, comment la France doit être dirigée. Elle doit être dirigée comme Michel Combes a dirigé Alcatel-Lucent pendant 2 ans. Pas seulement, pardon, je vous interromps, mais je pense, en plus, ça parlera un peu plus encore à nos Parce qu'on va téléspectateurs. expliquer ce que c'est la gestion d'Alcatel-Lucent. Moi, j'aurais donné un autre exemple. C'est dans le premier chapitre. Orange. Quand vous dites le changement est possible. Non, La la Poste. Vous dites, voyez, la Poste. Pourtant, Dieu sait que c'était archaïque. Dieu sait qu'on s'en moquait de la Poste. Mais regardez ce qu'ils ont réussi à faire comme changement. Eh oui, on se rappelle tous de la Poste, ou en tout cas, moi, les histoires qu'on m'a racontées, c'était des files d'attente immenses devant ces bureaux de poste. Aujourd'hui, on arrive, il y a eu une modernisation incroyable, les guichets sont tombés, les anciennes box qui fermaient, vous coupez le contact avec la personne qui vous vendait des timbres est tombée, il y a des machines de partout et ça fonctionne beaucoup mieux. Et la Poste, c'est quelque chose qui a vécu une transformation assez incroyable, assez profonde dans ce pays, sans faire de bruit. Ça a été long, ça a Il y a pris eu du de la temps. douleur. Sans faire de bruit, mais il y a eu de la douleur. La transformation des métiers à l'intérieur de la Poste. Bien sûr qu'il y a eu de la douleur. C'est comme, pardonnez-moi, comme vous citez Orange ou Renault, Orange comme exemple de transformation réussie, au prix de combien de suicides ? Le nombre de suicides sur la population d'Orange en termes de volume d'entreprise, c'est une entreprise parmi les plus grandes de France en termes de volume aujourd'hui. Donc le nombre de suicides rapportés au nombre d'Orange n'était pas beaucoup supérieur à ce que se fait dans la population. Ça reste comme des vies humaines sacrifiées. Eh bien, Vous voyez, quand on raisonne qu'en termes d'entreprise, j'avais des aberrations comme ce que vous venez de C'est dire. pas une aberration du tout. C'est gravissime. C'est pas ce que je viens de dire. De rapporter la mort d'un homme au volume global. Non, je veux dire. Mais non, mais c'est absurde. Écoutez ce que je viens de dire. Excusez-moi. Non, mais d'accord. Vous êtes en train de trahir ce que j'ai dit. J'ai dit que il n'y a pas eu plus forte de nombre de suicides, taux de suicide chez Orange que malheureusement dans l'ensemble de la population française. Quasiment une trentaine de personnes. Donc c'est pour c'est ça. Énorme. Je ne dis pas que je ne mets sûrement pas le prix d'une vie humaine par rapport au changement, à la transformation d'une entreprise. Ça n'a rien à voir. C'est juste pour expliquer qu'il n'y a pas eu une. Non, mais votre discours parfois fait un peu froid dans le dos. Vous êtes sans doute. Je suis désolé si c'était maladroit. C'est juste pour vous dire que le logiciel que vous utilisez de toujours traduire les choses en langage managérial ou essayer de prendre toujours l'entreprise comme idéal type de la réalité fait que, à votre corps défendant, vous en arrivez à dire beaucoup plus vite que ce que vous ne pensez des aberrations de ce genre. Non, c'est pas. Je suis encore une fois. Je suis désolé si je me suis mal exprimé. Je ne veux absolument pas mettre sur le même point une vie humaine. C'est extrêmement important. Et je pense que les cas de France Télécom ont été suffisamment médiatisés, ont été suffisamment lourds pour qu'on puisse les considérer avec tout le respect qu'ils méritent. J'ai essayé d'expliquer que la transformation d'Orange. On va mettre votre formulation malheureuse sur le compte de la jeunesse. Et vous avez le droit. Maintenant, Alcatel-Lucent, pour revenir à ça, parce que je voudrais comprendre comment vous pensez. Michel Combes, pour vous, il arrive à Alcatel-Lucent. À la fin, si vous voulez, c'est des dizaines de sites supprimés. C'est la perte d'un fleuron français, puisqu'il y a eu une fusion avec Nokia. C'est 10 000 postes supprimés après des vagues de licenciements. Et c'est un homme qui part, après 2 ans à la tête d'Alcatel-Lucent, avec 14 millions de primes de départ. C'est ça votre exemple de manager, mais pourquoi vous le citez ? Michel Combes n'est ni mon exemple, ni mon modèle, ni quoi que ce soit, ni un mentor. Michel Combes n'est pas ça. J'explique comment une entreprise a pu être transformée, comment le changement a été négocié avec des syndicats, parce que vous ne le dites pas, mais c'est inscrit comment le changement a été négocié avec un certain nombre de salariés, avec un certain nombre de syndicats, avec les pouvoirs publics. Et j'explique comment cette entreprise s'est transformée. Je ne dis pas qu'elle s'est transformée parfaitement, que tout a été réussi, tout a été exceptionnel. Il y a eu sans doute des erreurs, sans doute personnelles. Il y a eu des problèmes aussi. Il y a eu sans doute de la casse, comme dans tout changement. Et c'est là où, malheureusement, ce qui vous dites pour Alcatel-Lucent, quand vous recevez des hommes politiques qui vous disent, de droite ou de gauche, mais qui vous disent qu'ils vont réduire le nombre de fonctionnaires dans des proportions absolument gigantesques, là aussi, c'est exactement la même chose que ce que vous pointez aujourd'hui sur cette entreprise. Donc, le changement est difficile, le changement a un coût, c'est évident, et ça, personne ne peut le nier. Et croire qu'on fera le changement sans qu'il y ait de coût, c'est pas possible. La question, c'est est-ce que le résultat à la sortie sera meilleur que la situation initiale ? Et ça, je le crois. C'est promettre un peu des larmes du sang, alors un peu quand même, au fond. Des larmes et du sang pour des lendemains qui chantent. La question, c'est est-ce que demain, on aura de meilleurs résultats que dans la situation aujourd'hui ? Est-ce que vous trouvez que la situation aujourd'hui va bien ? Est-ce qu'on estime que la France, avec le taux de chômage qu'elle a, avec le nombre de gens qui se retrouvent sous le seuil de pauvreté, est-ce qu'on peut dire que le système actuel fonctionne ? Est-ce qu'on peut se satisfaire d'une France où le système scolaire est le plus inégalitaire du monde ? Où, en fonction de là où vous naissez, oui, vous êtes déterminé dans la vie ? Eh ben non, moi je ne crois pas à ça, je n'achète pas. Est-ce que le modèle allemand ou le modèle anglais de travailleurs pauvres vous sied davantage ? Est-ce que c'est ça votre modèle idéal, c'est-à-dire casser, fluidifier ? Alors certes, le taux de chômage va baisser, mais on va avoir des travailleurs pauvres, on va avoir des travailleurs avec moins de droits. Est-ce que c'est ça le modèle ? Est-ce que c'est là où vous voulez arriver pour la France ?
Moi, je ne veux pas arriver à un modèle où il y a des travailleurs pauvres. Je veux arriver à un C'est modèle. le cas de où il y a- l'Allemagne et je de veux arriver à un l'Angleterre. modèle- Je veux arriver où il y a un modèle où les gens travaillent. Aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un vous n'êtes pas un travailleur pauvre, vous lui promettez le RSA. Un décrocheur scolaire précoce qui quitte l'école entre 14 ou 16 ans, qu'est-ce qu'on fait? On attend 25 ans. Et à 25 ans, on lui dit tiens, pour toute ta vie, on va te donner 515 euros. 515 euros tous les mois pour que tu n'ouvres pas, parce que tu ne retrouveras jamais le marché du travail. Tu ne pourras jamais travailler. Et donc, on va te donner cette indemnité pour que tu survives. Ce n'est pas du tout un modèle dans lequel je me retrouve. Donc on Je ne me supprime le retrouve pas dans RSA, ce on modèle-là. supprime le SMIC également, parce que Non, vous... on ne supprime pas le RSA, on ne supprime pas le SMIC. Par contre, on donne la possibilité à quelqu'un qui est au RSA de pouvoir trouver un travail complémentaire, de pouvoir améliorer son RSA à 515 euros pour pouvoir le complémenter par un autre contrat de travail, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir gagner plus d'argent par mois, pour qu'à la fin, on ne soit pas soumis à l'idée de se dire on va faire 7 heures de bénévolat à quelqu'un, 7 heures de bénévolat forcé, mais qu'il puisse trouver un vrai emploi dans une vraie entreprise qui serve des gens et qui lui permette de remettre le pied à l'étrier. Un mot avant Yann Moix sur l'indemnisation chômage. Vous rappelez que le régime français d'indemnisation chômage est un des plus généreux d'Europe, tant au montant de l'allocation que de la durée et même du contrôle des chômeurs. Vous dites en France, l'indemnisation maximale atteint 6 600 euros bruts par mois, quand elle est au maximum de 1 700 euros en Espagne et en Italie, de 2 300 euros en Allemagne et d'environ 600 euros, ça c'est pas beaucoup, 600 euros au Royaume-Uni, non mais c'est vrai, indemnisation maximale de 600 euros pour le chômage en Grande-Bretagne. Vous estimez qu'en France, le maximum, ça devrait être quoi ? On n'est pas forcément sur la logique de fixer le maximum. La question, c'est ce qu'on veut y mettre de la dégressivité. Mais avant de plonger dans toutes ces mesures techniques, et c'est là où... Quand même, c'est important, la baisse de l'allocation chômage. C'est très important. Aujourd'hui, vous avez quand même 70% des Français qui sont en faveur de cette dégressivité, d'une pente, pour réinciter et pour mettre plus de responsabilité dans le système. Mais avant de plonger directement dans ces mesures techniques, qui forcément, ça brusque, ça choque, on se pose des questions, j'aimerais passer par la case vision quand même. Est-ce qu'on veut à la fin le plein emploi? Oui ou non? Est-ce que le travail, tout travail, vaut mieux qu'une activité? Oui ou non? C'est une vraie question philosophique à poser. C'est une vraie question à se poser à soi-même et à tout le monde. Est-ce qu'on veut mettre fin au chômage? Est-ce qu'on veut que les gens retrouvent du travail? Oui. Est-ce qu'on veut ne plus abandonner des gens sur le bord de la route en fonction de là où ils naissent, de ceux qui sont, parce qu'ils ne rentreront jamais sur le marché du travail, parce qu'ils n'auront jamais à la démocratie, Et pour cela, dans votre plan rêvé, dans votre vision, il faut réduire la mobilité. Il faut réduire les droits des salariés. Plus de flexibilité. Pas des salariés. Il faut ouvrir de nouvelles façons de faire, et je pense notamment à la capacité à avoir un contrat dérogatoire effectivement au salaire minimum qui permette de mettre des gens en situation où ils sont sur un RSA, ils n'auront aucun autre espoir de s'en sortir, de pouvoir faire autre chose. Et donc, il faut créer des passerelles. On est une société où on a été figé. Là, en fonction de là où vous êtes, de ce que vous êtes figé, bloqué à un endroit. La question, c'est comment on recrée des passerelles pour pouvoir passer de cet endroit à un autre, pour pouvoir avancer, évoluer dans la vie. Yann Moix. Alors, le livre est très intéressant, même si je me suis retrouvé... Orelsan et Gringe ont un peu de mal à terminer leurs chansons dans leurs films, et j'ai eu un peu de mal à terminer le livre. Je me suis trouvé un peu, moi-même, Orelsano-gringiste. Je suis allé jusqu'au bout, mais c'est vrai que c'est quand même très austère, il faut être honnête. Mais je crois que c'était le but. Bien sûr. Alors, je me suis quand même intéressé à certaines formulations qui m'ont semblé révélatrices. Le livre est fouillé, intéressant, intelligent. Donc, je suis allé voir les endroits qui, moi, m'ont un petit peu perturbé. Vous dites, page 39, le problème est que la France n'a pas connu sa crise, à l'inverse d'autres pays qui sont réformés, de la Suède de 91 à l'Espagne 2011. Le problème est que la France n'a pas connu sa crise. Et là, on se retrouve exactement dans ce que Keynes dénonçait dans les théories libérales, à savoir, ce que les libéraux aiment bien, c'est après la pluie, le beau temps. Et on a l'impression, en fait, que pour vous, il ne pleut jamais suffisamment, qu'il faudrait qu'il pleuve plus, que les mauvaises nouvelles s'accumulent pour qu'enfin vos théories puissent... finalement arriver à une validité possible en disant, voyez, le pire étant advenu, on va enfin pouvoir faire passer nos idées. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Et c'est la toile de fond qui m'a gêné dans le livre, c'est ce après la pluie, le beau temps, mais malheureusement, vous voyez, le lapsus est intéressant. Il n'a pas plu assez. Le problème est que la France n'a pas connu sa... Non mais la phrase est intéressante. Le problème est que la France n'a pas connu sa crise. Pour vous, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de crise en France. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais reprendre la phrase et je vais l'assumer. La France n'a pas connu sa crise. La crise, c'est quoi? La crise, c'est le moment où on fait des choix. En latin, ça donnait crible, passer au crible, faire des choix. Quand est-ce qu'on a fait des choix? Quand est-ce que les autres pays ont fait des choix? Tous les exemples qu'on nous cite à longueur de journée, la Nouvelle-Zélande de 84, la Suède de 92, le Canada de 93, enfin bref, tous ces exemples de réformes qui ont fait leur choix. Pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'un jour, le banquier est venu et il leur a dit, mais c'est fini, Coco. Demain, je ne vous prête Ils ont plus. eu la chance d'avoir eu Demain, leur je ne vous prête plus, c'est fini. Donc, vous n'avez pas le choix, c'est la faillite qui vous Le attend. chaos La était banque une chance pour eux.
le chaos, peu importe, mais c'est souvent face au pied du mur qu'on se réforme. La France n'a pas encore connu le pied du mur. Et c'est une chance. Et je suis extrêmement, contrairement à ce que vous dites, je suis extrêmement heureux qu'on n'ait pas connu le pied du Vous mur. êtes même plutôt optimiste. Et moi, Oui, je suis très positif. très bien, alors et je me d'accord. dis que justement, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a peut-être 4, 5, 6, 7 ans avant de connaître le pied du mur. Et j'aimerais qu'on fasse ce changement avant le pied du mur pour une simple et bonne raison. C'est quand vous faites les choses dans l'urgence, vous le faites beaucoup moins bien quand vous On est réfléchissez. juste en retard, en fait, vous dites, c'est ça. Exactement. On Je est en pense qu'on retard. est en retard aujourd'hui. Un retard qu'il faut combler. Vous avez dit que la réponse au FN, c'était la réforme libérale. Vous vous souvenez de cette phrase? Or, si on regarde, en Italie, Matteo Renzi a fait une politique qui est proche de ce que vous défendez dans le livre, et la Ligue du Nord, qui est à la droite du FN, et le mouvement 5 étoiles de Pepe Grillo ont fait 40% à peu près de l'électorat. En Angleterre, Cameron, qui fait une politique qui n'est pas très éloignée de celle que vous préconisez, on voit que le UKIP en Angleterre a remporté à peu près 30% aux dernières élections. En Autriche, qui est un pays libéral, assez proche de vos thèses, Oui, l'extrême pas très à droite, gauche en Autriche, c'est vrai. le FPE a connu une victoire au premier tour des présidentielles. Et en Allemagne, Merkel, vous n'allez pas me dire qu'elle n'est pas libérale, donc assez proche de vous, ou plutôt vous êtes proche d'elle. L'alternative für Deutschland explose, l'extrême droite explose. Donc votre thèse qui dit que la réponse au FN, c'est la réforme libérale, on voit que ça marche absolument dans aucun pays de ceux que je viens de citer. Parce que vous mélangez des pays qui vont bien et des pays qui ne vont pas bien. Les pays qui vont bien, on prenait l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne, aujourd'hui, le vote extrémiste, le vote populiste de l'AfD, il ne repose pas du tout sur des bases C'est sur les économiques. Il migrants. repose sur la base de l'euro et sur la base Très des bien, mais- migrants. Il ne repose pas sur une base, Laissez répondre. une base économique. Si vous comparez à l'Italie, par exemple, Matteo Renzi, vous dites que les deux partis d'extrême gauche et d'extrême droite, il faut 40%. Jusqu'à preuve du contraire, ça lui laisse une majorité. Donc c'est bien. Et aujourd'hui, il est en train de continuer sa politique et il l'assume. Pourquoi je disais ça? Je ne voulais pas parler du FN en tant que parti politique. Je parlais du FN en tant que vecteur de la contestation. Aujourd'hui, il y en a marre. On ne supporte plus le fait qu'on voit qu'on arrive dans le mur, mais on attend qu'on arrive vraiment à se prendre le mur en pleine face pour changer. On attend, on laisse pourrir les situations parce que les gouvernements, ce gouvernement mais aussi d'autres, n'ont pas osé réagir, n'ont pas osé agir. Je prends l'exemple des taxis. Taxi VTC, loi votée en 2008. On attend 2016 que les gars se balancent des pierres dessus, détruisent des voitures, mettent le feu à Paris pour enfin imaginer un début de commencement de réponse. Et c'est valable pour tous les sujets. On peut les prendre un à un. On attend que les choses pourrissent, que les choses arrivent à leur terme le plus extrême. Quel autre pour sujet, pouvoir par exemple? commencer. L'école publique française, elle décroche d'année en année, de classement en classement, elle perd des places. On ne fait rien pour la réformer. Donc c'est cette situation-là qui n'est plus acceptable aujourd'hui pour les Français. C'est quoi l'équivalent de l'uberisation, par exemple, dans l'école? L'équivalent de Uber pour l'école? Il n'y a pas besoin d'un équivalent de Uber pour l'école. J'essaye Aujourd'hui, de l'école, continuer à- on a augmenté la dépense par élève, on a multiplié la dépense par élève par 2 fois en 30 ans. Les résultats n'ont cessé de chuter. La question aujourd'hui que les Français demandent, c'est pas de savoir si l'école est privée, publique, de droite, de gauche, morale, immorale. Ce pays-là meurt des idées de la segmentation et des idées. Ce qu'on veut, c'est du pragmatisme. On veut que pour 1 euro qui soit mis dans l'école, il y ait 1 euro de résultat. On veut que si on double la dépense d'éducation, il y ait 2 fois plus d'efficacité. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui marche. Et comment on fait pour rendre ça? Eh ben, on rend les directeurs d'école autonomes, responsables de leurs décisions, qui puissent recruter les enseignants. On rend les enseignants aussi responsables, et avec plus de notation, avec plus de contrôle. Et voilà comment on remet Ce du serait système drôle, et de la bien. responsabilité. L'ubérisation de l'école, les gamins seraient contents, ils auraient le droit à un bonbon et une bouteille d'eau, comme quand on rentre. Et puis surtout, à la fin, tu sais, vous savez, comme on note les profs. Uber, Ah oui. on notera les profs, Ah et les bah oui. profs. Why Ça, not? c'est ça l'ubérisation. Une dernière question. Avec qui, en fait? Parce qu'ils vous draguent tous, alors c'est qui? Parce que moi, je vous écoute là depuis 20 minutes, c'est François Fillon, si vous devez être cohérent. Si vous lisez au programme presse, c'est Fillon, non, pour vous? C'est pas une question de programme. Moi, j'ai décidé, la facilité, ça aurait été de ne rien faire, d'attendre tranquillement que quelqu'un se désigne ou quelqu'un se décide à la fin des élections et de ne pas y aller. Moi, c'est pas ce que je voulais Ah, vous faire. êtes candidat, vous aussi? Non, et je suis donc candidat. Non, sûrement pas. Mais ce que j'ai voulu faire, moi, c'est travailler avec quelqu'un dans lequel je crois. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille avec Bruno Le Maire. Et donc, j'ai décidé de travailler avec lui pour essayer effectivement, de faire un programme qui permette à ce pays Ah, votre de... candidat, maintenant, c'est officiel, c'est le maire. On travaille ensemble. Donc, effectivement, avec toute une équipe de gens, tous très, très brillants. Aujourd'hui, la question, c'est comment on adapte ce pays à des révolutions qu'il a fuies par le passé, notamment la mondialisation. Comment on fait comprendre que c'est une chance aussi pour ce pays, cette mondialisation. Et comment on l'adapte aux révolutions de demain, au numérique,
à la robotique, à la génétique, on en parlait tout à l'heure avec Robert Ménard, non pas pour faire des crottes de chiens, mais pour soigner mieux les gens, pour faire de la médecine prédictive. Donc voilà un programme qu'on espérera faire. Et c'est un choix, et ce n'est pas le choix de la facilité, parce que la facilité, ça aurait été de ne rien dire. Aux actes dirigeants, Robin Rivaton, donc on peut le dire maintenant, conseiller de Bruno Le Maire pour les mois à venir. C'est édité aux belles lettres chez Fayard. Ne bougez pas du fauteuil, car on vous a demandé, comme aux invités politiques habituellement, de choisir un dessin, Robin Rivaton, et vous avez pris... Ça ne m'étonne pas, remarquez, hein, il n'y a pas de hasard. Vous avez forcément pris un dessin sur la grève des cheminots cette semaine. Vous faites nuit debout, demande un jeune aux usagers. Non, nous, on attend juste un train. Pourquoi ce choix du dessin de Mouget pour le Canard enchaîné? Eh bien, c'est parce qu'on met parfois beaucoup l'accent sur des petites revendications et qu'on oublie les revendications de beaucoup de gens qui, malheureusement, n'ont pas pu se rendre au travail ce jour-là. Le choix d'Estelle Lefébure, c'est ce dessin signé Ménégol à propos du décès de Prince. Et oui, on voit le prince Charles qui décède de Prince et toujours pas la reine. Il attend, le prince Charles. Prince aussi a inspiré Orelsan, et en tout cas le choix de son dessin, un dessin publié dans Diacritique, je ne sais pas d'où ça sort ça d'ailleurs, ce dessin Diacritique, je ne connais pas. Dégage, en tout cas, on voit le grand Prince qui dégage le petit prince. Pourquoi ce dessin? Parce que j'ai été touché par la mort de Prince, évidemment, et parce que, en fait, Prince, il a tellement fait un personnage de lui-même qu'en fait, il en arrive au personnage de fiction, quoi. Il peut se permettre d'aller sur la planète du Petit Prince, et je pense qu'il le mérite. Justement, ça a inspiré aussi Yann Moix dans son choix de dessin. Billy Paul aussi est mort dans la même semaine, et c'est un dessin de Goubel pour VSD. Et là, on voit Saint-Pierre, on imagine que c'est Saint-Pierre qui dit « Il n'y a plus de place avec Prince, on va vous mettre avec Galabru ». Qu'est-ce qu'il y a de pire que de mourir la même semaine que Prince, quoi. Eh oui. Le choix de Gringe, c'est ce dessin. Ah bah, là, on revient à la politique avec Emmanuel Macron qui a dit « La gauche ne me satisfait pas ». Et on voit Joe Star qui dit « Une droite alors ?» Emmanuel Valls qui dit « Vas-y, Joe ». Un mot, tiens. Ça m'intéresse, votre avis à vous sur Joe Star? Ouais, c'est ça. Ça n'avait pas grand-chose à voir avec Macron. C'est le geste de Joe Star que je trouve progressiste, moi, d'aller baffer de manière un peu symbolique la télé poubelle, quoi. Ce que je considère moi comme la télé qui rembête. Voilà. Ça, vous avez à avoir le droit à une semaine dans Touche pas à mon poste qui va être terrible, vous, alors je vous le dis. Gilles Verdez va vous trouvez qu'il aurait dû en mettre deux même peut-être. Non, mais alors la violence, c'est pas la réponse, mais plutôt d'éteindre sa télé ou de choisir. Vous éteignez votre portable, alors. Le choix maintenant de Martin Fourcade. Très drôle ce dessin signé Ménégol pour le Figaro. La France vend 12 sous-marins à l'Australie pour un montant de 34 milliards. Et on voit François Hollande qui dit sur les 12 sous-marins, il y en a bien un qui va me remonter à la surface. Un commentaire? Moi, finalement, je vais prendre un peu le contre-pied, parce que j'ai rencontré François Hollande. Ah. Et c'est quelqu'un de très gentil. Et finalement, au-delà de son bilan politique, parce que moi, je ne suis pas à même de juger ça, je trouve ça triste qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est gentil se fasse laminer comme ça, et qu'on préfère finalement monter en héros certaines personnes qui sont... Méchante. Un fond méchant. Aujourd'hui, non mais C'est un président normal. Voilà, mais pourquoi ça dérange d'avoir quelqu'un de normal, quelqu'un de simple? Et aujourd'hui, ces valeurs-là, elles sont pas mises en valeur. Parfait, bah vous. Et haut la gauche, elle se réveille. Hein. Ah non, aucune opinion politique. Le choix de Léa Salamé, justement à propos de Héo la gauche, il y a Carla Bruni qui dit à Nicolas, et on voit la petite poupée, il est très drôle hein, ce dessin de Diego Aranega, on voit une petite poupée, on imagine que c'est Alain Juppé, hein, sur laquelle notre ex-président de la République met des épingles à la poupée vaudou Juppé. Et on voit donc Carla qui dit à Nicolas Sarkozy, tu devrais déposer You la droite, on ne sait jamais. Il m'a fait mourir de rire. Alors, vous voyez, j'ai pris un dessin qui va vous faire plaisir. Moi aussi sur la grève des cheminots, parce que quand même, il était drôle ce dessin de Ménégol. Information voyageurs, toutes les grèves du mardi 26 avril partiront à l'heure. Malheureusement. Et puis toujours à propos de ce fameux slogan qui a beaucoup fait parler cette semaine, « Eh oh la gauche », la une de Charlie Hebdo, signée Vuillemin. On voit François Hollande qui dit « Bah oui, Ian s'était déjà pris ».
Vous pouvez retourner à votre place. Merci Romain Rivaton. La France est prête. Nous avons déjà changé. C'était le livre précédent. La suite, ça s'appelle Aux actes dirigeants. C'est aux Belles Lettres, édition Fayard. Un petit tour de table encore avec Estelle Lefébure, printemps-été indien. Maintenant, hein, je sais qu'il y a 5 saisons. Été indien, automne, hiver. 5 saisons pour s'épanouir en beauté. C'est vrai que vous êtes épanouie, Estelle Lefébure. Merci. Est-ce que vous êtes du genre coquette sur votre âge ou est-ce que justement, puisque vous préconisez une méthode anti-âge, vous êtes capable sur un plateau télé de dire votre âge ? Oui, je crois que tout le monde le sait à peu près. Je vais avoir dans 15 jours 50 ans. 50 ans dans 15 jours. Ça m'amuse toujours. Pourquoi? Quand Merci de m'applaudir. Quand le public applaudit, ça, je trouve ça génial. 50 ans, alors là, bravo. C'est pas de sa faute. Non, mais en fait, le public... Soit parce que je l'ai dit ou alors... parce Non, que- le public applaudit évidemment votre état à 50 ans parce qu'il voit nos gueules à nous et il se dit bon, ben voilà, elle a réussi. Non, bah vous les avez pas, je sais bien, mais je parle de la mienne de gueule. Ah oui, oui, Ah non, mais ça, je vais être obligé vraiment d'appliquer toutes vos méthodes, hein, ça c'est sûr. Et ça vous fait quoi? Ça vous C'est sûr angoisse? que moi, la photo serait pas pareille. Non, je le dis. Bah, Non. comment ça, non? Vous m'avez pas vu dans un lit, pourquoi vous dites ça, vous? Hein? Toi, tu vas te faire virer. Hein. Parlons des grands chefs, parce que quand même... 5 grands chefs. Voilà, vous avez fait appel à des grands chefs pour votre livre. Entre autres, le chef du restaurant Laurent, Alain Pégouré. Pégouré. Voilà, là, je vois cabillaud. Ah, ça a l'air pas mal aussi. Le cabillaud rôti à l'olive noire, tomate mi-cuite au basilic, crème de caviar d'aubergine. Parce qu'en fait, il y a des vraies recettes dans votre livre. Oui. Non, parce qu'il n'y a pas que des conseils. Il n'y a pas que des d'accord. conseils Ok. santé, Non, ça, il je y a à veux peu dire. près une trentaine de recettes. Voilà. Enfin, 25 mes recettes et surtout 5 grands chefs ont donc 5 recettes de grands chefs. Hélène Darroze, Éric Fréchon, David Faure, Claire Verneil et Alain Pégouré. Ça a l'air efficace. Faites un régime, vous aussi, en tant que sportif, Martin Fourcade? Faites attention. Non. Non. Je fais attention à ce que je mange, mais pas de régime comme Estelle. Ah, mais pas... Mais je fais pas de régime. Non, c'est ce que je dis. Non, mais enfin, vous faites attention quand même. Il n'y a pas un régime alimentaire à suivre pour être un sportif de haut niveau comme vous l'êtes? Il y a des concepts à respecter, il y a des aliments à manger, une hygiène de vie à avoir, mais c'est pas une contrainte et c'est pas un régime. On saura tout sur le biathlon grâce à Martin Fourcade, un de nos plus grands champions du moment. Mais c'est au tour d'Orelsan et de Grinch de venir dans les fauteuils. Pour commencer loin, les Casseurs Floaters. C'est vrai que je ne vous ai pas encore appelé comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est comme ça qu'on doit vous appeler. On peut nous appeler comme ça, c'est notre nom de groupe. Les noms de groupe, les Casseurs Floaters, le DVD du film Comment c'est loin, mais aussi la bande originale. Et je vous propose d'ailleurs, avant de commencer, de regarder 2 extraits, 2 morceaux de cette bande originale de Comment c'est loin, extrait du DVD. J'essaie de faire de mon mieux et je m'ennuie quand tout devient sérieux. En partant, je leur dis droit dans les yeux. J'aurais dû faire un peu mieux. Tu parles de quoi? Je te parle de moi, je te parle de faire des choix. Si tu renonces à rien, tu choisis pas, faut que je me barre de là. Et on parle de partir pendant qu'on reste là. Mais si on se tire, c'est vers le bas, on s'y fait, on vit presque pas. À partir de maintenant, Je commence mon ascension, j'ai plus peur du vide. d'affronter la spirale sans fond. Donc j'arrête d'arrêter. J'abandonne l'abandon. Si je dois finir une seule chose, c'est cette putain de chanson. Inachevé à cette putain de chanson. Donc je ne redis rien sur la fin du film parce que je vais me faire engueuler. Mais en tout cas, cette chanson inachevée, c'est au fond le Graal, que vous cherchez tout au long de Comment c'est loin, ce film qui est une comédie, hein, quand même. Il faut le rappeler. Avant tout, moi, je me suis marré en vous voyant l'un et l'autre. En fait, le vrai pitch du film, c'est l'histoire de 2 gars qui font de la musique depuis 10 ans et qui n'ont jamais fini une seule chanson. Mais ils ne s'en étaient pas rendus compte. Ouais. Mais alors justement, vous au départ, c'est la chanson, mais aussi le fait d'être acteur dans votre tête, ce qui traîne depuis votre vous êtes jeune encore, mais depuis votre adolescence. Est-ce que vous aviez envie d'être acteur en plus d'être chanteur? Pas spécialement. L'acting, c'est venu parce que je pense que le film, il y avait plus de poids si je jouais dedans. Moi, c'était plus écrire et réaliser qui me plaisait. Je sais que Gringe a toujours voulu être acteur et je savais que Gringe jouait bien. Ça a été une motivation aussi pour faire le film. Mais moi, jouer la comédie, ça m'a plu parce que c'est plus marrant que quoi que ce soit d'autre. Mais je veux dire, c'est un métier cool. Mais c'est pas ça qui m'a motivé à faire le film. Mais c'est vrai que vous êtes réalisateur aussi, on peut le dire, Yann Moix. C'est un réalisateur, Oui, Orelsan. c'est un vrai film. C'est un vrai.
En fait, tout sonne vrai dans le film, tout. Il y a beaucoup de comédies qui essayent, et puis tout est faux, tout sonne faux, ça marche pas, ça prend l'autre partout. Vous, ça coule de source. On a vraiment l'impression d'être dans votre réalité. Et puis, je vous trouve, il y a un truc très bizarre, c'est que vous commencez juste à faire des choses. Vous êtes déjà, on a l'impression que vous emmerdez, vous êtes blasé. Enfin, ça vous émerveille pas plus que ça. Moi, j'aime bien les duos. On a un peu l'impression, c'est un peu comme si Eric et Ramzy étaient drôles et modestes. C'est-à-dire qu'enfin, on a un vrai duo sympathique. C'était pas arrivé depuis très longtemps. Et j'aimerais que vous gardiez ce côté artisanal. Parce qu'il y a vraiment un truc, on dirait, fait à la main, quoi. Ouais. Et ça, c'est précieux. J'ai peur qu'un type vous propose ensuite de faire un très gros film avec une débauche de moyens et que vous perdiez votre ADN. Ce qui est précieux vraiment dans le film, c'est ce que vous êtes vous, quoi. Et ça, vous ne trichez pas. En fait. Voilà. Et j'ai vraiment peur que cette fraîcheur, ce côté presque blasé, branleur, etc., qui n'est pas facile à créer quand on fait un film, c'est quand même un mensonge. Donc il faut la recréer, cette ambiance. Ma trouille, c'est que dans la suite, vous soyez dénaturé par trop d'argent, trop de propositions. Si vous pouviez rester ça longtemps, ça serait extraordinaire. D'ailleurs, vous avez pensé à un moment donné à Michel Blanc et à Marche à l'ombre. C'est un de vos films, si ce n'est culte, en tout cas référent. Et c'est vrai qu'il y avait avec Gérard Lanvin et Michel Blanc ce côté glandeur. À l'époque, évidemment, une autre génération. Vous avez même pensé à lui demander de jouer dedans, mais finalement, c'était mieux qu'il n'y soit pas. En fait, j'avais rencontré Michel Blanc parce que mes producteurs le connaissaient. Et du coup, moi, Marche à l'ombre, c'était une super rêve pour le film et je suis fan de Michel Blanc en tant qu'acteur. Et du coup, j'avais demandé s'il voulait bien lire le scénario, parce que c'est lui qui a réalisé Marche à l'ombre. Et donc, il avait lu le scénario, il avait bien aimé. Et il y a un personnage, donc le patron de l'hôtel, et je me disais, putain, Michel Blanc, il ferait bien quand même. Et puis, il y a le truc où c'est ton premier film, tu te dis, ah, il y a Michel Blanc. Mais d'un autre côté, avec Christophe Offenstein, avec qui j'ai co-réalisé le film, on se disait, c'est un film qui amène un truc un peu différent, ce serait bien qu'il n'y ait pas d'acteur connu. Mais bon, je me suis dit, autant demander à l'intéressé. C'est-à-dire, j'ai été voir Michel en lui disant, ouais, j'aimerais bien reparler du scénar et puis discuter un peu. Mais je lui avais pas dit pourquoi c'était. Je vais le voir. La première chose qu'il me dit, c'est, bon, écoute, j'ai réfléchi à ton film, il ne faut pas d'acteurs connus. ou alors dans leur propre rôle. Oui, ou alors Michel Blanc dans le rôle de Michel Blanc. C'est ça, ça aurait. Et ça vous aurait pu alors marcher. Gringe, vous saviez que vous étiez acteur? Je savais que... Non, c'est une première expérience de comédie pour moi comme pour Aurel. Je savais pas, moi j'ai ressenti comme un espèce de, un déclic pendant le tournage. Et j'ai jamais voulu être comédien, mais du coup cette espèce Est-ce que vous avez voulu être chanteur d'ailleurs aussi? Jamais. Non jamais. plus. Vous vouliez être quoi? Rien. Moi, c'est le sujet du film. Attends, oui. Projet de vie d'un hamster. Je fais référence à Émeric Caron parce que j'ai acheté le bouquin sur l'antispécisme, mais je me disais, mais moi j'ai vraiment eu le projet de vie d'un écureuil toute ma vie, quoi. Ouais. Et du coup, mon ami m'a offert cette chance incroyable, c'est-à-dire que à la fois on a pu faire un album ensemble qui a mené au programme court bloqué et au film. Et oui, effectivement, j'ai pris un pied immense à jouer la comédie. Et depuis, je suis en quête de ça, quoi. Écoutez, vous êtes bons et l'un et l'autre. Et après tout, peut-être on vous sollicitera après pour jouer dans d'autres films en tant qu'acteur. Allez savoir. Léa Salamé? Oui, donc j'ai pas fumé pour regarder le film. Et donc je suis d'accord avec Yann, c'est-à-dire que vous avez un talent fou. Vous avez en fait un capital sympathie incroyable tous les deux. C'est injuste la vie, mais on vous aime bien, quoi, en fait, immédiatement. Parce que vous, peut-être, j'aime pas trop ce mot qui est un peu éculé, vous êtes sincère, quoi. Il y a quelque chose qui passe, qui est frais et qui est juste et qui est sans effort et sans fioriture et sans masque. Moi, ça m'a fait penser à la haine dans l'ennui, parce que finalement, à l'origine de la haine, c'est l'ennui dans ces banlieues, sauf que ce serait la haine reproduite dans un univers Houellebecquien. J'ai trouvé que votre film était très Houellebecquien, du nom de Michel Houellebecq, parce que vous ne savez pas qui est Emmanuel Macron, donc je situe. Ah, vous avez bien lu les interviews. C'est vrai que vous ne saviez pas qui était Emmanuel Macron? Après, c'était il y a 6 mois. Bon, ça ne change pas grand-chose. Maintenant, vous visualisez un petit peu. Depuis, je vois qui c'est. Mais Houellebecq, vous voyez qui c'est Houellebecq? J'ai lu Houellebecq, ouais. Ah, oui. Houellebecq. Et vous êtes d'accord qu'il y a quelque chose de ce long ennui de l'homme blanc occidental dans ces zones périurbaines où c'est un désert culturel, où il ne se passe rien, où c'est un désert sexuel, un désert tout. Et moi, ça m'a rappelé. De savoir ça. Ça m'a rappelé le début ça m'a rappelé les premiers Houellebecq, Extension humaine de la lutte et les particules élémentaires. Je trouve qu'il y a quelque chose de ça que vous avez très bien retranscrit. J'ai peur qu'ils vous contredisent parce que moi, j'ai lu dans leurs interviews le contraire. C'est-à-dire que vous dites non, c'est pas l'ennui, on s'ennuie pas. En fait, pour moi, les personnages ne s'ennuient pas. C'est des gars qui, justement, trompent l'ennui, qui ne savent pas vraiment quoi faire. Parce que, un peu comme dans la série Bloquée, les mecs peuvent être côte à côte sur un canapé pendant une semaine et s'amuser parce qu'ils font des petits jeux, ils font des blagues. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de jeux de mots, il y a beaucoup de jeux de la langue. Et en fait, ils trompent l'ennui parce qu'ils
connaissent pas vraiment leur place, en fait. Mais Laurent, il y a une chose que j'adore, c'est que rien n'est surligné. Par exemple, il y a un black, à un moment donné, vous lui donnez les clés de chez vous parce qu'il doit... Dans un film qui aurait voulu C'était surligner un client de l'hôtel au voilà, départ. on aurait ouais, c'est ça. surligné le fait qu'on a été gentil avec un black qui dormait à la rue. Vous, hop, c'est naturel. Les répliques cultes, parce qu'il y en a plein, ne sont jamais soulignées. Elles passent dans le reste comme si elles n'étaient pas cultes du tout, alors que ça fourmille. Et tout est fait avec une forme de flegme, à tel point que je voudrais vous demander, qu'est-ce que vous faites? Même question que celle que j'ai posée à Pelé, vous faites quoi de vos journées? C'est quoi d'être un ado de 35 balais? Alors, on n'est plus dans le mode de vie qu'on décrit dans le film. Ça fait quelques années qu'on Maintenant, vous bossez beaucoup, en fait. qu'on bosse beaucoup, mais bien heureusement d'ailleurs. Mais c'est vrai que... Ça vous manque la glande? Pas vraiment. Moi, j'ai été oisif très très longtemps. Là où Aurel, c'est vraiment un faux glandeur, quoi. Aurel, Il bosse beaucoup, en fait, aussi. C'est un gros bosseur qui fourmille de plein d'idées. En fait, c'est un énorme capitaliste. C'est un espèce C'est Rivaton bis. C'est un hyperactif, Aurel. Sous ses airs très nonchalants, c'est un hyperactif. Et moi, j'ai toujours été un peu plus suiveur, ouais. Et donc, ça nous manque pas, non. Non, ça ne manque pas. Vous dites dans une de vos chansons oublie tes rêves prétentieux, et puis il y a une autre chanson où vous dites je finis pas mes phrases, je finis jamais rien, je fais rien à fond, donc je serai qu'à moitié triste. Est-ce que c'est ça en fait qui explique tout? C'est que en fait c'est une protection contre la souffrance, donc mieux vaut ne rien faire parce que comme ça on ne souffre pas? C'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce genre de léthargie et tout ça, ça naît de la peur de l'échec, du manque de confiance en soi. Et donc tu dis, bah, de toute façon, si j'essaye rien, je vais pas échouer. Donc c'est là aussi quand tu parles du blues de l'homme blanc moyen, c'est aussi ce côté, bon, bah, de toute façon, on n'est pas à plaindre. On voit les mecs dans le film sont pas tristes parce qu'ils ont des petits jobs, parce que justement, ils s'amusent comme ça. Après, je pense que les personnages du film, ils sont quand même sur une brèche, et si tu les prends 10 ans plus tard, ils seront vraiment plus dans la tristesse. Mais il est temps de se bouger quand même. Ils se plaignent jamais, vos personnages se plaignent jamais. Oui, c'est ça. Au veilleur de nuit, c'est chouette. Et les femmes, elles sont où? Pas trop présentes dans le film. Hein? Bah, déjà, c'est des grands ados, donc c'est l'histoire de deux potes, ça laisse pas énormément de place Il y a la prostitution, à d'autres quand même. personnages. Il y a ma grand-mère. Qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir. Rien à voir avec la prostitution. Rien à voir. C'est lui, la prostitution. C'est lui, le client. Ouais, il l'essaye. Il arrive pas. Moi, j'aurais tendance à dire que la non-place des femmes dans le film, déjà, c'est pas celle qu'on leur réserve dans la vie. C'est pas celle que vous leur réservez dans la vie. Dans la vie, oui, bien sûr. Elles ont une place. Bien sûr qu'elles ont une place très importante. On est en couple depuis très longtemps mais c'est une bromance qu'on raconte. Cette histoire d'amitié immature, oui, effectivement, elle laisse peu de place à la question amoureuse, quoi. Orelsan, est-ce que vous êtes féministe? Ah, on a fait un épisode dans Bloqué sur le féminisme où justement c'est Grinch qui m'apprend ce que c'est vraiment le féminisme. Et je fais, mais en fait, je suis féministe. Et parce que... Est-ce que je peux pas dire que je sois féministe dans le sens où je suis pas à des manifs féministes. Après, en tout cas, je suis pas sexiste. On n'est pas obligé d'être... Ouais, c'est ça. Non, je dis ça parce qu'évidemment, le sparadrap qui vous a collé à la peau sur cette polémique autour de votre chanson, de vos paroles un peu qui ont fait hurler les féministes, vous êtes allé en justice. C'est bien décollé quand même, ce sparadrap. Ouais. C'est fini là. Hein. Vous en avez... Tu viens de le remettre, Léa, ce soir. Bah non, mais parce qu'il faut bien quand même un peu... Bah déjà, j'ai gagné mes procès, donc c'est comme si l'histoire n'avait pas existé. Après, tout le monde a sa définition du féminisme. Moi, je pense qu'on est pour l'égalité de tous les êtres humains. Et je pense que c'est aussi ça qui se voit dans le film, c'est qu'on est sympa, quoi. Donc logiquement, si on est sympa avec les femmes aussi. Dans la vie, vous êtes sympa avec les femmes? Ah bah ouais. La question. Est-ce que vous avez déjà dit que vous avez la voix d'Homer Simpson Ah, c'est marrant. La voix française. Ouais, la voix française d'Homer de Philippe Pétieux. Ouais. Non, on me l'a jamais dit. Ouais, non, mais là, on est totalement dans l'esprit du film. C'est très drôle. Les titres de l'album donnent aussi, d'ailleurs, hein, et l'esprit du film et des chansons, parce que moi, j'appelle ça des chansons. Le rap sont des chansons, sont des morceaux. Quand on perd en gueule, faut qu'on rentre bosser. C'est toujours deux connards dans un abribus. Par exemple, on est resté à l'hôtel. Quand on descend vers le centre et inachevé, évidemment. Écoutez ça et regardez le film. Ça va vraiment vous plaire, vous amuser. Et j'aimerais aussi qu'on vous voit dans deux titres où vous êtes l'un et l'autre bloqués et ils sont cool. Des blagues, tu remontes jamais le niveau. La voiture a calé sur le passage à niveau. J'ai perdu toutes mes vies dès le premier niveau. La bulle d'air sous mes choses me sert de niveau. Le père de Ranma finit toujours en panda. Je veux faire plus de clics que le sneezing. Panda. T'as un œil au beurre noir, t'as la gueule d'un panda. Paris-Marseille assise dans une Fiat Panda. J'ai tendance à bloquer. J'ai
tendance à bloquer. Bim bada bim, bim bada boum, ils sont cool. Bim bada bada boum, trop cool. Et ça fait bim bada boum, ils sont cool. Bim bada boum, trop cool. En tournée dans toute la France. Les Casseurs Flotters, vous serez au festival Rock en scène à Paris le 27 août prochain. J'imagine qu'il y a d'autres festivals pendant l'été où vous serez à l'affiche en tournée, en tout cas dans toute la France. Un mot encore, puisqu'il est tard, je crois qu'on peut passer un extrait de cette chanson. Catherine Barma m'a dit, je veux absolument, parce que Catherine Barma adore cette chanson, que tu passes un extrait de... Tant pis j'y vais, je vous cite. La Saint-Valentin. Suce ma bite pour la Saint-Valentin. J'y ai le droit à chaque fois. Ah oui, bah moi j'ai passé cette chanson très souvent sur Europe 1 à l'époque. C'est pour ça d'ailleurs que je suis sur RTL, ils m'ont pas gardé à cause de vous. Non, franchement, là, ceux qui n'ont pas perçu l'humour derrière cette chanson n'ont rien compris. J'aime pas trop les 14 février. Tout le temps seul à force de me faire griller. Je te tèche la veille et je te rebaisse le lendemain. Suce ma bite pour la Saint-Valentin. J'aime pas trop les 14 février. Tout le temps seul à force de me faire griller. Je te tèche la veille et je te rebaisse le lendemain. Suce ma bite pour la Saint-Valentin. Vous n'avez pas l'air d'assumer, Gringe. Expliquez. Il vous a encore embarqué dans une affaire où vous ne vouliez pas être, c'est ça? Pas dû être tant suiveur que ça. Ouais. Non, pas du tout. Parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas Vous revu étiez ça. mineur en plus à l'époque. Et j'étais mineur, j'allais sur mes 12 ans, ouais. Non, mais ça me fait toujours rigoler, quoi. C'est un truc Vous assumez au 15e degré. Bien sûr que j'assume. Il y a que ma mère qui a fait me renier la première fois qu'elle a vu le clip, mais non, sinon c'est une grosse blague, quoi. Et votre grand-mère, vous alors? Ah, ma grand-mère, elle a du mal à comprendre un clip déjà. Elle a pris cher la grand-mère ce soir. Allez, on vous laisse tranquille. Je sais pas si elle l'a vu d'ailleurs, je lui montrerai jamais. Ah non, pensez qu'elle ne nous regarde pas, elle est couchée à cette heure-ci alors. Non, là, elle nous regarde là. Ah oui? Bah oui. Ah bah alors là, cette Elle fois, est alors. figurons-en là. Elle est devant la télé. Mais qui est con? Vous me faites rire en tout cas. Orelsan et Gringe, comment c'est loin le DVD et l'album. Merci à tous les deux pour rejoindre vos places. Allez, dans un instant, ça va être Estelle, mais quelques questions encore à notre champion, Martin Fourcade, sur le biathlon. Il faut savoir faire quoi pour du ski de fond, d'ailleurs, dans un premier temps, c'est ça? Pour vouloir en faire, il ne faut pas savoir faire du ski de fond. Ah, alors expliquez. Il faut être motivé et on apprend. Ouais, au début, quand j'ai commencé, je ne savais pas en faire. C'est votre frère qui en faisait au départ, hein, il faut bien le dire, et il a été champion lui-même. Votre frère, vous lui avez un peu piqué la place. Hein. C'est lui, Simon Fourcade. Piquer la place. C'est-à-dire que vous l'avez grillé, quoi. Il y a une sale tête sur la photo. Là. Ah, on a une autre photo où il est un peu mieux. D'ailleurs, Léa Salamé va apprécier aussi. Voilà, là, il est mieux. Il est bi aussi, je veux dire, biathlon. Ouais. Là, non mais attendez. Non mais vous avez noté quoi. Comment il m'utilise pour dire qu'il le trouve beau quoi. Ah, mais non, mais vous avez vu le subterfuge. on peut faire un rendez-vous à 3, je suis d'accord. Non, mais... Moi, je ne suis pas... Vous lui avez piqué sa place, c'est salaud ça. Il suit les conseils d'Estelle pour rester jeune. Non mais quand même, c'était lui le champion avant vous, c'était l'aîné. Ouais, c'était mon Vous modèle. êtes 3 frères en fait au départ, c'est ça? On est 3 frères. Et les 3 faisaient du biathlon. C'est votre père qui vous a mis au biathlon? Non. Non? Ah, expliquez alors. C'est pas par hasard qu'on est 3 frères et qu'on fait du biathlon. Il y a le premier qui s'y met et 2 autres qui veulent faire comme le grand frère. Parfois, alors très bien, ok pour le ski, mais alors comment on se met après à tirer à la carabine? On découvre ces deux activités. Une fois qu'on est en club de ski, on est amené à s'initier au biathlon. Et si on accroche, si on aime, on peut continuer. Enfin, je sais pas, moi je serais nul avec une carabine. C'est-à-dire que j'étais nul aussi. Vous étiez nul aussi? Ah, j'étais très C'est nul. même votre point faible quand vous avez commencé la compétition de biathlon? Et c'est même ce qui m'a poussé à continuer. Ouais. Je dois être un peu maso aussi, en rapport avec tout à l'heure pour la politique. Mais c'est cet échec qui m'a poussé à vouloir progresser, à vouloir devenir meilleur. Avant de reparler de vous, parlons du corps d'Estelle Lefébure, puisque c'est elle qui s'installe dans ce fauteuil. Alors, c'est vrai qu'elle est belle hein, quand même. Hein. Quelques conseils. Pourquoi vous vous marrez? Non, mais je montre des photos. C'est pas moi qui les ai mises les photos dans ce livre. Non. Qu'est-ce que vous faites là, J'assume. par exemple sur cette photo là? C'est des conseils pour les mains et les pieds. Oui, c'est les mains, les pieds, voilà. C'était une jolie photo. L'éditeur l'a trouvée très, très jolie. Et puis, C'est vrai que voilà, vous il y a la n'aimez joie de pas vivre. vos fesses. J'avais lu ça une fois. Oui, c'est vrai.
C'était un complexe quand j'étais petite, même quand j'ai commencé mannequin. Je portais des pulls toujours trop grands. Avec le nombre de gens qui les aiment, ça fait une moyenne. Hein. C'est bien. Tiens, un petit clin d'œil à Jean-Pierre Coff, qui n'est plus là pour nous rappeler les produits de saison. Mais ça, par exemple, c'est vrai que c'est important d'utiliser les bons produits au bon moment. Que ce soit 4 ou 5 saisons, comme vous le dites, avec l'été indien en plus. Mais savoir quels fruits et légumes on peut consommer à quel moment. Oui, je crois que c'est important. C'est important mais justement d'être presque locavore, c'est-à-dire essayer de prendre les petits producteurs, essayer de prendre vraiment les produits de saison. D'abord parce que même pour la planète, quoi, on ne va pas acheter des fraises en hiver, c'est vraiment ridicule, elles viennent de très loin. Bon. Et puis même au niveau santé, c'est pas bon. Voilà, on n'est pas fait pour manger des choses qui ne sont pas au moment de la saison. Alors, comment éviter le dessèchement? Ça m'intéresse. Moi, je sens que je me dessèche. Quand on parle beaucoup, peut-être. Ben voilà. Non, l'alcool, évidemment. Oui, l'alcool fumé aussi, c'est la cigarette, c'est très mauvais. Les couchers trop tardifs. Vous couchez tôt, alors, vous, par exemple? J'essaye, mais ça ne marche pas toujours. Pas de dîner trop copieux. Et alors là, dites donc, l'excès d'activité sexuelle. Ah, j'étais sûre qu'il allait le voir. Il a trouvé. Mais vous savez, faut pas trop baiser. Non, mais une activité physique intense, oui. Bah, ça dessèche, voilà. Donc, c'est tout. Je pensais que c'était le contraire. Voilà, il va falloir tout changer, Léa Salamé. Alors, la méthode anti-âge, Léa, ça vous a plu, intéressé? Oui, ça m'a intéressé. Alors, j'ai plein de questions à vous poser, parce que après tout, je suis aussi une meuf. Donc, la cure de citron... oui, c'est elle quand même la plus concernée de nous trois. Oui. Alors, la cure de citron, racontez-nous comment... Qu'est-ce que c'est pour nettoyer le foie. Quand on est au printemps, c'est... Et pour les graisses aussi, vous dites. Oui, mais principalement... Je pose des questions qui m'intéressent. C'est au printemps. Au printemps, on doit, nettoyer son foie, qui a été malmené l'hiver, généralement avec des repas trop copieux. Et donc, voilà, on a besoin de nettoyer ce foie. Et donc, ça dure 10 jours 20 jours, en fait. Voilà. Parce qu'on commence avec un citron coupé en deux dans de l'eau chaude, on le fait bouillir. Et ensuite, le deuxième jour, c'est 2 citrons. Et on va ainsi de suite jusqu'à 10 citrons au 10e jour. Et ensuite, on redescend. 11e jour, 9 citrons, et ainsi de suite, jusqu'à... Le Shabbat, ça a l'air simple à côté. Oui, je connais aussi, mais oui. Le masque au blanc d'œuf, jus de citron et huile d'olive pour lutter contre les rides. Oui. Ça, c'est ce que vous faites vous-même? Vous préparez ça? De temps en temps, je le fais parce que je trouve assez sympa d'utiliser des produits naturels, pas compliqués et justement pas très onéreux, même presque pas. Il y a un autre masque aussi à la banane avec du miel. Exactement. Et ça marche, vraiment. Donc c'est sympa d'avoir des produits à la maison et de se faire des choses naturellement. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 50 ans quand on a été une immense top modèle et qu'on a été... Est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est dur ou... Non. Moi, je le prends comme... chaque année qui passe, je grandis. Je pense qu'on a toute une vie pour s'apprendre, même à apprendre qui on est. Et donc, chaque année, j'essaye de comprendre qui je suis. Et voilà, je vais essayer de m'améliorer. Donc, ça prend longtemps. Et à 50 ans, je n'ai pas fini encore. Et parmi vos enfants, vous avez une fille qui est mannequin? Oui, tout à fait. Ilona, la plus grande, qui a 21 ans. Vous lui donnez des conseils? Vous lui dites... Ça vous affole qu'elle fasse ce métier ou pas? Non, mais j'aurais pas le droit en plus de lui interdire de faire ce métier. Non, je suis très fière. Mais... C'est elle qu'on voit, par exemple. Exactement. C'est elle qui reprend la succession des couvertures de Elle. Non, je suis très fière. Après, le métier, je pense, a beaucoup changé actuellement. C'est plus du tout le même métier quand nous, on le faisait. Voilà, dans les années 80 et 90, c'était vraiment les années d'or. On les appelait comme ça. On était un groupe de 10 filles. Et c'était exceptionnel. Il y avait Cindy Crawford dedans? Bien sûr, il y avait Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington, Naomi. Et pourtant, vous dites, contrairement au top de ma génération, je n'ai jamais été à proprement parler une vedette. C'est-à-dire, moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, je ne vais jamais durer très longtemps. C'était ma devise, en fait. C'était quelque chose de, comme ça, je ne vais pas être trop déçue. Donc, je vais apporter ce que je peux. Mais en même temps, je ne me voyais pas très loin. Donc je dis, c'est peut-être un métier, dans un an, je ne suis pas sûre de durer. Voilà, je crois qu'on a fait des belles années
Et d'ailleurs, les tops sont encore dans l'actualité. quoi. Même Cindy Crawford, hein, d'ailleurs. Tout à fait. Et vous-même, Macpherson aussi. vous-même continuez à faire la une des magazines, Carla Bruni. des magazines féminins. Il faut quand même le dire, la une de Elle tout récemment. Un mot sur votre carrière d'actrice. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez oublié? C'est trop difficile? On vous a trop mis dans une case et vous n'y arriverez pas? Et c'est désespérant? Non, c'est pas fini. D'ailleurs, dans la loge, j'avais mon agent qui était là. Ah, c'est vrai agent de cinéma, oui. Parce qu'on essaye de voir un peu. C'est-à-dire qu'au début, c'était difficile. C'est difficile. Parce qu'en France, on vous met dans des cases. Moi, j'étais dans la case mannequin et je ne pouvais pas en sortir. Pourtant, j'ai eu la chance de rencontrer un metteur en scène qui s'appelle Xavier Jans et qui m'a permis de faire son premier long métrage, court métrage d'abord, et ensuite premier long métrage. Il s'appelait Au petit matin, et ensuite Frontières. Et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré, c'était une expérience extraordinaire. Et ensuite, j'ai pu tourner avec Albert Dupontel, Marc Keller et tout, et aussi le bal des actrices. Ah oui, Maïwenn, C'était- justement. Quelle Exactement. expérience vous en tirez de tourner avec Maïwenn? Maïwenn, Elle vous a malmené ou pas? elle a forcément, oui, voulu me pousser un peu à bout parce que c'est son fonctionnement. Donc, quand elle a voulu me couper les cheveux, puisque j'ai toujours eu les cheveux longs toute ma carrière, et au moment où elle me dit, moi, je veux bien te prendre, mais tu te coupes les cheveux. J'ai réfléchi quand même parce que c'était dur pour moi. Et au moment où elle me coupe les cheveux, enfin on me coupe les cheveux, je pleure. Mais je pleure vraiment, c'est sorti naturellement. Alors je ne sais pas pourquoi, est-ce que comme ma maman est coiffeuse aussi, d'un seul coup, il y a eu tout, voilà. Mais elle aime ça. Elle aime qu'on aille chercher quelque chose au fond de soi, des émotions qui sont profondes. Et forcément, elle va les utiliser et elle va certainement prendre ces moments-là. Mais justement, il y a juste une dernière Je vous en question prie. sur ça, aller chercher des choses profondes. On sent chez vous, et moi j'ai un peu grandi avec vous comme mannequin, que c'est toujours parfait en fait. Tout est maîtrisé, vous avez et puis c'est sympa, et puis c'est assez, enfin vous êtes assez généreuse de vous-même. C'est pas empêché, mais en même temps, il y a des fois je me dis mais est-ce que vous n'avez pas des vices cachés ou des quelque chose d'un peu sale ou d'un peu moche ou d'un peu quelque chose de qui... On a des photos pour vous dire. Ah, On les montre ou pas? allez-y. Non, mais est-ce que vous avez quelque Vraiment. chose qui est moins parfait? Alors, je ne suis pas une personne qui a vécu avec des excès. Donc, voilà, je ne suis pas droguée, je ne suis pas alcoolique, donc je n'ai pas ce côté-là. Maintenant, j'aime rigoler, mon entourage me trouve drôle par moments, donc c'est bien, ça fait plaisir. Mon image lisse, je pense que j'ai eu, comme tout le monde, des moments difficiles de souffrance, j'ai eu des deuils trop tôt pour moi. Et je pense que... Votre papa, votre maman? Exactement, j'avais 23 ans et après 36 ans, donc j'estime que c'était trop jeune. Et bon, c'est des choses peut-être que je n'ai pas voulu montrer, que j'ai enfoui au fond de moi, ce qui est assez mauvais en fait. Et peut-être que justement, j'ai voulu rechercher, après le côté paraître, que tout soit lisse, rechercher quelque chose qui était plus dans l'intérieur. Donc, quelque chose qui allait m'aider justement à passer tous ces caps. Et est-ce que dans vos histoires d'amour aussi, vous êtes parfaite ou est-ce que parfois vous trébuchez? Oh non, je ne suis pas parfaite. Non, Ça vous dérangeait quand Arthur, sur scène, racontait non pas votre vie privée, mais racontait le fait que vous soyez... C'était pris en c'était pris en dérision. Enfin voilà, il n'y avait pas... Avec le recul, vous trouvez que c'était... Ah, c'était très sympa. Enfin voilà, c'était... Vous lui avez expliqué que le sexe était mauvais pour la santé? Comment? Vous lui expliquez que le sexe était mauvais pour la santé? J'ai pas dit que c'était mauvais, c'est très bon. On parlait du dessèchement, De l'excès. c'est pas pareil. C'est pas trop souvent, voilà. Pas tout le temps, Yann. C'est pour ça qu'il n'est plus avec vous, alors. Yann Moix. Alors, non, moi, je vous aime beaucoup, hein, c'est vrai. D'ailleurs, vous avez un point commun avec François Mitterrand. Vous adorez enlacer les arbres. Vous dites, n'ayez pas peur de le serrer fort dans vos bras, comme si vous faisiez un câlin à un être cher. Mitterrand était comme vous. Il y a un mot pour ça, je ne sais plus quel est-il. Et Francis Lalanne. Francis Lalanne aussi. Se reconnecter avec la nature, oui, c'est... J'essaierai, j'ai jamais essayé le coup des arbres. Essayez, je vous assure Alors, que ça fait du bien. non, mais je ne méprise pas du tout. Mitterrand était comme. Alors, non, il y a quand même un. Quand même, ça doit lui faire un drôle d'effet à l'arbre, mine de rien. Il y a une branche qui doit pousser. Pas mal. Très vite, il devient dur de la feuille. J'en cherchais un autre, mais vous auriez le dernier mot, là, je pense. Non, alors, je me demande quand même, parce qu'il y a des photos de vous,
vous êtes une femme de 50 ans, c'est vrai, magnifique. Alors je me suis dit quand même, est-ce que ce livre contribue pas à complexer certaines femmes de 50 ans plutôt que de les accompagner? Voire de En fait- 36. Ah bah non. Oui, enfin je veux dire parce que c'est pas permis à tout le monde d'avoir ce corps, vous voyez, à 50 ans. Oui, Et, ce qu'il veut vous dire, c'est que vous aviez de bonnes bases. et Oui, mais ça l'idée... voudrait dire qu'il faut que je reste cachée. Enfin, Non, non, que je l'idée, sois habillée l'idée, c'est pour que... dire- Oui, voilà. Non, l'idée, c'est qu'on a l'impression quand même que c'est plus, et c'est pas un reproche, mais que c'est plus un manuel anti-âge qu'un manuel de bien-être. Vous voyez ce que je veux dire? Que c'est un bras de fer cauchemardesque, quelque part, contre les années qui passent. Et les années passent pour tout le monde, et elles nous passent Ah oui tous sur le corps, et on mourra. Mais... Mais non, mais comme disait Keynes, on disait, est-ce que vous êtes keynésien? Et Keynes répondait, un jour, on sera tous morts. À moyen Mais terme. on sera à moyen terme, on sera tous... À long terme, on est tous Ouais, c'est keynésiens dur à à moyen long terme, terme. mais à long terme, on sera tous morts. Finalement, c'est vrai que c'est un manuel de lutte aussi contre l'âge. Non, puisque de toute façon, on vieillit. Maintenant, essayer d'être le mieux possible et de se sentir le mieux possible quand on vieillit, ça, c'est... Voilà. D'accord, C'est- mais ça sert à ça. Mais ma vraie question était la suivante. Vous savez que Google investit des milliards parce que le grand fantasme actuellement, on a reçu Marc Duguin la semaine dernière qui nous en parlait, c'est le fantasme de l'immortalité, ou en tout cas d'une semi-immortalité, c'est-à-dire au moins 300 ans. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que d'essayer de viser ce cap, ou est-ce que la vie humaine, dans la dimension qu'elle a actuellement, c'est-à-dire très courte, 90 ans on va dire, vous paraît quelque chose d'acceptable ou de scandaleux? Oui, moi, je ne suis pas pour l'immortalité, essayer de pousser absolument à vieillir, enfin, pas à vieillir, à être mort le plus tard possible. C'est pas ça. C'est par contre se sentir le mieux possible dans sa peau, c'est-à-dire se sentir vraiment bien avec soi-même. C'est ça surtout. Parce que souvent, les gens vieillissent, se sentent pas bien, justement. Dès à l'apparition de quelques rides, ça y est, les femmes, elles flippent complètement. Donc, en fait, c'est se sentir bien avec soi-même et essayer de vivre le plus longtemps possible. Moi, j'ai envie de vivre le plus longtemps possible pour voir mes petits-enfants, pour voir... voilà, j'ai un fils de 5 ans et demi, bon, il faut que je... Qu'est-ce que vous pensez du transhumanisme? Sûr, hein. Qu'est-ce que vous pensez du transhumanisme, c'est-à-dire la possibilité d'une manipulation génétique pour que l'être humain s'abîme Non. le plus lentement possible? Non, non. Même je si suis c'est pas, techniquement... Je ne suis pas pour toute transformation. Non, mais je veux dire, même si c'est Je veux dire, même techniquement rien possible. que physiquement, je veux pas... Vous avez J'ai rien rien fait. fait. Si- J'ai essayé une fois. Si, non, mais je ne parle pas de la chirurgie esthétique. Si techniquement, au niveau des manipulations génétiques, on parvient par exemple à vous garder cette santé et ce visage pour les 270 années qui viennent, Non. vous signez ou pas? Non, ça Bah, m'intéresse. vous n'aimez pas la vie? Si, j'aime la vie, mais je ne suis pas sûre que... Enfin, c'est peut-être pas la vie réelle, je sais pas, je suis pas sûre que... Mais Voilà. si- Et puis je suis fait pour Mais je veux dire, si mourir ça rentre à un dans les certain mœurs. moment. Si c'est aussi simple, dans 25 ans, par exemple, d'augmenter la durée de vie de 90 ans, que ce soit aussi simple qu'aujourd'hui, par exemple, prendre un Uber au lieu d'un taxi. Non, mais si c'est rentré vraiment dans les mœurs, vous n'acceptez pas? C'est-à-dire que vous pensez Pas que ça suffit forcément. 80 Moi, ans? en plus, je crois en la réincarnation. Alors, du coup, Ah bah oui, là, c'est de la triche. voilà. D'ailleurs, c'est un chien, en fait, auprès de l'arbre qui, qui se frotte comme ça. C'est votre soirée, hein, c'est bien. Non, je vous regardais. Sérieusement, quand vous dites que vous n'avez rien fait, c'est ça qui Non. est, non, mais c'est ça qui est Une formidable. fois. Ouais, mais J'ai essayé, je l'ai dit Vous avez justement fait quoi dans le... Je veux dire, c'est Là, j'avais fait la ride du lion, là, exactement. mais c'est ça qui m'a est formidable. Ça se voit que vous n'avez rien fait, en fait, au fond. Ah, tout bouge encore. Non, parce que effectivement, vous êtes une très très belle femme avec bon, et attention, c'est un vrai compliment que je vous fais, avec les petites rides. Alors que si vous aviez été lifté et si vous étiez passé sur la chirurgie, ben, on verrait une femme de 50 ans liftée comme on en voit, et c'est ça qui fait Mais encore tout une votre fois, charme. c'est peut-être mon côté... alors, pas lisse, parce que c'est pas ça, mais moi, j'ai envie de dire la vérité. Voilà. Donc, même ce livre, c'est la vérité. Voilà, c'est ma façon de voir les choses. Après, je ne suis pas micronutritionniste, nutritionniste ou coach sportif ou médecin. C'est juste, voilà, mon apprentissage est justement, Alors, voilà. la vérité, comment on fait pour accepter ces rides, en vrai? Eh bien, il faut travailler dessus, même voilà, spirituellement, je pense, parce que c'est plus la tête qui va après. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur mon corps depuis l'âge de 19 ans, puisque j'ai commencé à l'âge de 19 ans. Et je crois qu'il y a un moment où il y a un déclic où on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas que ça, la vie, et c'est pas que ça, l'être que je suis. Donc j'ai dû un peu voilà, me pencher en me disant, mais il faut que je travaille un peu plus sur moi, sur qui je suis, et que je m'accepte comme ça. C'est s'accepter, avoir confiance en soi. Et ça, c'est très, très dur. Et la méditation, vous la pratiquez beaucoup? Et la méditation. Et vous la conseillez? Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai commencé le yoga il y a 3 ans. Et je me suis vraiment... Moi, pourtant, je suis quelqu'un d'assez
c'est stressé et tout. Hein. Donc justement, je donne des anti-stress parce que on est en apnée. Je trouve que les gens vivent en apnée, ils ne respirent pas. Donc, apprendre à respirer, à Exactement. méditer. C'est entre autres les conseils que donne Estelle Lefébure dans ce livre Aura est publié chez Flammarion. Sa méthode anti-âge. Merci à vous. Biathlon, sport, à vous, Martin Fourcade. 5 victoires consécutives. 5 victoires consécutives à la Coupe du Monde. Vous allez d'ailleurs nous expliquer un peu les différentes, non pas disciplines, mais catégories de biathlon, parce que j'ai bien compris, voilà aussi la raison pour laquelle on vous voit souvent avec un titre ou une médaille. C'est d'ailleurs parfois reproché aux biathlètes, c'est qu'au fond on dit, ah bah oui, ils ont de nombreuses médailles, mais il y a tellement de catégories différentes. Alors il y a le sprint, la poursuite, le départ en ligne, les épreuves en équipe, qui là encore se divise en 3 catégories, le relais, la course par équipe ou le relais mixte. Vous faites tout? Je fais tout. Faites tout. C'est ce qui fait que vous avez de nombreuses médailles. Mais en football, il y a plusieurs matchs. Oui, c'est vrai aussi, vous avez raison. Il y a la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, la Ligue des Champions, etc. Vous avez raison, différentes disciplines et catégories. Mais alors, justement, par exemple, entre le sprint et la poursuite, comme ça, expliquez-nous la différence. Alors, le sprint, c'est un contre-la-montre, un départ individuel. Et la poursuite, c'est après le sprint. On part avec les écarts du sprint et le premier qui franchit la ligne a gagné. On va dire la discipline reine de toutes ces catégories, c'est laquelle? C'est la Mastart. Ah. On est les 30 Ça, c'est le meilleurs départ en ligne, c'est voilà. ça. 30 meilleurs mondiaux et une course de 15 km 4 tirs et le premier qui franchit la ligne d'arrivée a gagné. Donc c'est vraiment une bataille. Et alors, vous tirez à quel moment à ce moment-là? C'est des tours de 2 km 5, on s'arrête 4 fois. Ouais. Et Donc c'est d'abord le ski, vous arrêtez, vous tirez, couché, debout. couché, couché, debout, debout. Comment ça, couché, couché, debout, debout? 2 tirs couchés, un tir couché, un tour, un tir Ouais. couché, un tour, un tir debout, un tour, un tir debout, arrivé. Je vous demande tous les détails parce que c'est vrai qu'on voilà, on est les candides hein, sur ce sport, il faut le dire, et ça va servir aussi à nos téléspectateurs. C'est un sport qui paraît très compliqué à expliquer comme ça. Ensuite, il suffit de regarder une fois pour comprendre que c'est très simple. Bon, entre autres sur l'équipe 21 qui diffuse maintenant Oui. les compétitions de biathlon. Juste un mot quand même sur la distance entre la cible et vous quand vous tirez la carabine. 50 mètres. 50 mètres. 50 mètres. Et quel genre de carabine vous avez alors? Alors, c'est des 22 longs rifles et la cible est de 4 cm de diamètre couché et de 11 cm de diamètre debout. Et pourquoi C'est clair là pour vous là. Non, C'est le diamètre et le. Non, mais justement, ce qui m'épate, c'est pourquoi vous faites tirer couché et pourquoi vous faites tirer debout? C'est deux techniques de tir qui sont bien différents. Un tir qui est très précision, couché, un tir qui est très mental, debout. La carabine, c'est une 22 long rifle. C'est la carabine d'un douanier militaire. C'est ma carabine qui est personnelle, qui est vraiment taillée pour ma morphologie. Il y a des règles à respecter, le poids, des dimensions, mais on a vraiment tous des carabines qui sont adaptées à notre morphologie. Parce que c'est quand même un sport d'origine militaire au départ. C'est un sport d'origine militaire norvégienne. Norvégien. On disait souvent de douanier. Vous n'étiez pas douanier, vous, au départ. Moi, je suis militaire. Vous, vous êtes militaire. Bon, militaire comme moi, je suis curé. Non, mais je veux dire... Pas autant. D'accord. Non, mais ça veut dire que vous allez quand même faire quelque chose pour l'armée de temps en temps, en dehors de faire votre sport? On a des rassemblements avec l'équipe de France militaire de ski. Ah, quand même. Je donne la parole à Léa Salamé et à Yann Moix. J'aurai d'autres questions. Oui. Pourquoi est-ce que ce sport est très connu et pourquoi vous êtes une star en Russie, en Allemagne, en Norvège et pas en France? Parce que nul n'est plus en France quand même. parce que nul n'est Ça prophète en commence. son pays ou pourquoi Le est-ce que... rugby n'est pas du tout populaire en Espagne et en Allemagne, alors que chez nous, c'est un sport qui est majeur. C'est une histoire de culture, voilà, je pense que c'est essentiellement culturel. Alors, il y a un portrait de vous assez intéressant dans le journal Le Monde qui parle du personnage Fourcade et de sa soif de reconnaissance. Je suis pas tout à fait d'accord. Ouais. Oui, j'estime avoir... j'ai besoin de reconnaissance pour ce que je fais, mais je suis à la recherche de rien du tout. J'essaie de faire du mieux possible et on me donne la reconnaissance que les gens ont envie de me donner, mais c'est pas... Je demande rien. Donc votre moteur, c'est quoi? C'est de gagner, c'est de faire connaître votre sport, c'est de... Qu'est-ce qui vous excite? C'est de gagner. J'adore gagner, je déteste perdre. C'est valable en ski, c'était valable à l'école. Je déteste perdre. Je ne suis pas mauvais perdant, mais je déteste perdre. Je disais au début de l'émission, vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Zlatan Ibrahimovic, il me fait pas rêver. Laurent Jalabert, il incarne tout ce qu'on devrait combattre.
Vous vous lâchez, je trouve, non? Et Obispo, vous en pensez quoi? Jalabert, c'est parce que vous estimez, pas loin d'être d'accord avec vous, hein, tant pis même si c'est sur France Télévisions, mais vous estimez que, au fond, quand un sportif a été accusé de dopage, il ne devrait pas ensuite être engagé comme commentateur sur une chaîne de télévision pour commenter les disciplines et le sport. C'est ça en fait que vous pensez? C'était mon avis. Ensuite, souvent dès qu'on est sportif, dès qu'on donne son avis, on est pris pour cible. C'est pas pareil dans ce milieu, mais le sportif n'a pas le droit de donner son avis. Peut-être parce qu'il est bête. Mais non, c'est vrai. D'abord, c'est pas vrai que les sportifs n'ont pas le droit de donner leur avis. Enfin... Ben, rarement sur des sujets importants, sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Je pense être compétent en termes justement sur le dopage. Sur le dopage. Et j'ai le droit de dire que je trouve que c'est pas un beau modèle de donner des fonctions importantes à quelqu'un qui est dopé. Mais de la même façon qu'en politique, je trouve que c'est pas un beau modèle de donner des fonctions importantes à quelqu'un qui a été condamné. Mais vous allez même plus loin, en fait. Vous expliquez dans une interview que vous avez... Vous expliquez dans une interview que vous aviez eu une discussion avec votre petite amie ou avec votre femme et que vous lui avez dit « Si jamais on m'attrape dopé, il faut que tu me quittes tout de suite ». Et vous ne comprenez pas pourquoi la femme de Laurent Jalabert ne l'a pas quitté tout de suite. Moi, j'ai jamais dit que je comprenais pas pourquoi la femme de Laurent Jalabert ne l'avait pas quitté. J'ai dit que je demandais à ma compagne de... Mais c'est un mensonge énorme. Je veux dire, il ne comprend pas pourquoi il s'est fait quitter quand même. Non, mais le biathlon, c'est mon sport, c'est ma passion, mais c'est aussi mon identité. C'est ce à travers quoi je me suis construit. Ça fait 20 ans que je fais du biathlon, que je dédie ma vie à ce sport, que tous les matins, je me lève pour être performant. Et d'avoir construit un mensonge et d'emporter tous les gens qui sont à côté de moi dans ce mensonge, c'est quelque chose qui pour moi, n'est pas concevable. Marquer l'histoire du sport, quand même, c'est quelque chose auquel vous pensez ou pas? Non, tout à l'heure, justement, il parlait de soif de reconnaissance. J'ai pas besoin de marquer l'histoire de mon sport. Il y aura d'autres. C'est fait, hein? C'est fait, oui. Il y aura d'autres biathlètes qui arriveront, qui seront meilleurs que moi. Les records, c'est fait pour être battu. Je suis pas dans la recherche du record, la recherche d'être le meilleur de l'histoire. J'ai juste envie, au jour le jour, quand je prends le départ de quelque chose, de gagner. Ça m'intéresse pas de savoir si ce que j'ai fait, c'est mieux que Jean-Claude Killy a fait ou pas. C'est pas les mêmes époques, c'est pas les mêmes athlètes, c'est pas les mêmes. Ouais. Voilà, je suis dans l'instant et je le fais pour moi et j'aime gagner. On gagne sa vie correctement quand même quand on est biathlète, parce que par rapport évidemment aux footballeurs, je ne compare pas, mais quand même par rapport à d'autres skieurs ou à d'autres disciplines, par exemple un judoka même, Teddy Riner et autres champions. Alors la Teddy Riner évidemment c'est, on va dire, le up du champion olympique aussi, mais quand même on vit correctement. Quand on est champion olympique du biathlon, on vit très bien. Vous avez des sponsors? Je suis beaucoup plus proche de Teddy que de mes camarades biathlètes. C'est ça, c'est-à-dire que vous devez être regardé par les autres biathlètes en disant on aimerait bien un jour devenir Martin Fourcade. Je suis conscient que mes revenus dans le monde du biathlon sont bien plus importants que la plupart de mes collègues. Bah, tant mieux pour vous, c'est mérité. Yann Moix? Dans Grazia du 30 mars 2016, on vous a demandé quelle est la personnalité avec laquelle on vous confond. Vous avez répondu « On me dit souvent que je ressemble à Martin Fourcade. Parfois, je réponds « J'aimerais bien le rencontrer, car vous n'êtes pas le premier à me le dire. » On vous confond jamais par hasard avec Jean-Claude Van Damme ou Alain Delon? Non, je suis pas d'accord. On parlait d'ironie tout à l'heure. Je crois que c'est avant tout une figure de style pour arriver à mettre un peu de chaleur et de détendre une personne qui est gênée et qui vient vous aborder et qui est un peu... Voilà, qui ne sait pas trop où se placer. Je crois que voilà, une petite blague, ça permet de détendre l'atmosphère. J'étais au restaurant l'autre jour avec des amis et je suis un fan absolu de Romain Duris. Et, vous avez raison, c'est un des meilleurs acteurs. Il était sur la table à côté de moi. Et je me suis dit, allez, à la fin du repas, une fois qu'il se lève, qu'il s'en va, je me lâche et je vais lui demander une photo. Et j'y suis allé, il m'a dit non. Et c'est, voilà, j'aurais préféré une petite blague. Vous êtes une vraie balance. Déjà tout à l'heure, vous avez... bref. Il va regretter ce soir. Il a loupé Martin Fourcade. J'ai trouvé votre défaut in extremis comme eux leur rap à la toute fin de l'émission. Non, attendez, qu'est-ce que vous vouliez dire? C'était pas pour le tacler? Ah non, c'est pas pour tacler, parce que j'ai déjà refusé de nombreuses photos. Voilà. Et je comprends qu'il n'ait pas envie, mais voilà, c'est forcément... C'était juste pour dire que quand c'est pas Jean-Claude Van Damme, c'est plus pour détendre l'atmosphère et pour créer une atmosphère chaleureuse. Damien Degore, qui est journaliste à l'Équipe, avait dit sur la chaîne Équipe 21, l'Équipe 21, « Le ski alpin, ce sont les vraies médailles. Martin Fourcade, je suis désolé, mais je pense que dans 20 ans, on s'en souviendra plus. » Est-ce que vous souffrez, ça, du manque de reconnaissance qu'il y a dans votre sport? C'est le bon et le méchant. Hein. C'est terrible. C'est lui le méchant. Oui, c'est ce que je dis. Mais non, je ne souffre pas de ce manque de reconnaissance. En même temps, face à lui, tout le monde a l'air méchant. Hein. Il a dit une connerie sur là, en fait, évidemment.
Non, je trouve qu'il a dit une connerie parce qu'il engage sa rédaction et que quand il dit qu'on ne se souviendra plus de médailles alors que ça fait 2 jours que son employeur fait la une sur moi, il y a... Oui, puisque l'équipe a fait la une avec vous et qu'en plus l'équipe 21, sa chaîne, diffuse maintenant la compétition de biathlon. Et ça cartonne, il paraît, je me suis renseigné, il paraît qu'il y a 1 million de personnes qui regardent le biathlon. Ouais, c'est des audiences qui sont importantes et moi je suis très heureux. J'ai beaucoup œuvré auprès de la chaîne. Voilà. Et d'après vous, quels sont les critères pour qu'un sport devienne populaire ? Qu'il soit télévisuel, justement. Télégénique. Qu'il soit télégénique, je pense que le biathlon l'est. Que ce soit un feuilleton, je pense aussi que le biathlon l'est, parce que c'est un sport qui dure. Et qu'on ait un champion à suivre. Il faut qu'il y ait des icônes. Il y a plusieurs champions. Je ne suis pas le seul. Il y a toute l'équipe de France qui marche bien. Il y a Marie Dorin qui finit 2e au classement général de la Coupe du Monde. Et voilà, je pense qu'on a commencé la saison avec des audiences à 500 000 personnes et l'équipe qui était déjà ravie de ces audiences, parce qu'au-delà de 250 000, c'est des bonnes audiences pour l'équipe. Et qu'au final, on a fini meilleure audience de la chaîne avec plusieurs pics à plus d'1 500 000 personnes. Donc voilà, c'est super. Vous êtes ininterviewable, mais très sympa. Sauf qu'on dit maintenant que vous n'avez plus envie de tirer. Vous faites des interviews, mais pas très sympas. Est-ce que c'est vrai ça que vous n'avez plus envie de tirer? Que vous voulez faire que du ski de fond? Non, c'est pas vrai. Ah, parce que souvent, ça revient quand même. Ouais, ça revient, mais comme le fait que je veux habiter en Norvège, alors que j'ai déjà vécu. Bon, donc tout ça, c'est des conneries de journaliste. Non, mais j'adore le ski de fond. J'ai commencé par ça. C'est mon premier amour et j'ai envie d'en refaire, mais pas pour délaisser ma discipline de cœur. Quand vous faites retentir la Marseillaise, c'est un moment particulier pour vous? Je suis pas né patriotique. Ah. C'est patriote, d'ailleurs. Ouais. Mais forcément, quand on entend la Marseillaise, c'est un moment de recueillement. C'est un moment où, au-delà finalement de ce qu'on est en train de faire, on prend le temps on sort de l'action et on passe plus dans la réflexion, dans le ressenti. Et c'est des moments que j'apprécie. C'est étonnant de dire je ne me sens pas patriote alors que vous représentez la France. Je ne suis pas né patriote. Vous n'êtes pas né. Non, mais vous avez quand même le sentiment de représenter la France à l'étranger et de l'incarner aussi. Votre visage incarne quelque chose de patriotique. Oui, c'est une grande fierté. Oui. Il est devenu, en fait. Vous êtes devenu patriote. Aujourd'hui, quand j'ai de l'avance, Voilà. assez d'avance, je prends le drapeau français parce que je suis fier d'être français, parce que je trouve qu'on habite un beau pays. Et je suis aussi triste de la morosité actuelle parce que je trouve qu'on a un pays magnifique qui mérite mieux. Et je suis extrêmement fier d'être français. Et j'ai vécu en Norvège, qui est un pays magnifique aussi. Mais on est tellement bien à la maison. Et c'est ce en quoi je ne rejoins pas Michel Polnareff. J'aime tellement vivre en France. Que vous y restez, et actuellement c'est plutôt l'entraînement puisqu'on est effectivement en période de printemps et bientôt l'été. Ça reprend quand alors les compétitions de biathlon? En novembre. En novembre. On a une longue préparation. Et quels les premiers objectifs, ce sera quoi avant les JO donc? La Coupe du Monde et les championnats du monde l'an prochain. Encore Coupe du Monde. En fait, ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Bon, bah écoutez, alors on va vous souhaiter de bons entraînements et à nouveau des titres et des médailles comme vous les accumulez depuis déjà quelques années. On est heureux, fiers et honorés de vous avoir reçu. Martin Fourcade, je vais rejoindre votre place. Et je montre à nouveau le DVD et le film d'Orelsan et de Grange. Comment c'est loin? Vous n'avez plus de voix, hein, c'est ça? Qu'est-ce que je devrais dire? Moi aussi, je suis entraîné, en fait. Et j'ai ma méthode anti-âge. Je suis tous les conseils d'Estelle Lefébure, publié chez Flammarion. Ça s'appelle Orae. On a découvert aussi, ce soir, un peu mieux, un peu plus, Robin Rivaton. Il sera, qui sait, peut-être ministre dans un prochain gouvernement. Il publie Aux actes dirigeants, un jeune qui s'intéresse à la politique et qui a sa méthode pour transformer le pays. C'est aux éditions des Belles Lettres chez Fayard. Merci à tous et à toutes. Et je montre encore une fois, évidemment, le livre de Michel Polnareff qu'on était particulièrement heureux de recevoir ce soir. Ça s'appelle Sperme. Il est actuellement en tournée dans toute la France. Les 7, 8, 10 et 11 mai à Paris, Bercy, Hôtel Accor Arena, puisqu'on doit dire ainsi maintenant. Merci Léa Salamé, merci Yann Moix. Bon dimanche sur France Télévisions.